Émission 564. Cette semaine, L'Esprit du Camp, volume 2. En direct de leur studio, situé à Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Une balado? Benoît Mercier au micro et cette semaine, en studio, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont rafraîchis. Je vous les présente à l'instant. Le premier n'a pas besoin de la basse température pour être toujours fresh. Simon Chénier est avec nous. Bonjour Simon. Allô? Et les derniers sont nous. Je m'attendais à une cérémonie. Tu t'entends plus? Ah ben on va... Ok, c'est bon. Les derniers sont nos invités cette semaine. En dernière partie, on va parler de leur plus récent album, L'Esprit du Camp, volume 2. Michel Falardeau et Caroline Brault, nos amis, sont avec nous. Bonjour. Bonjour. Hey, content de vous avoir, c'est le fun. On vous avait reçu, je pense que vous étiez les premiers invités de ce studio. On était-tu les premiers? Oui, Ouais, les je pense premiers que oui. invités, l'épisode 502. Et là, vous êtes les derniers parce qu'on arrête. Non, J'aurais aimé ça. Hey, on arrête le show. Juste pour que vous soyez les derniers. Non, mais c'est ça, on fait suite à l'épisode du 26 juin 2017. On avait parlé du premier volume de L'Esprit du Camp, et là, on va en parler. Je vous rappelle qu'en première partie de l'émission, on fait des nouvelles, et en deuxième, on parle d'un sujet, et cette semaine, c'est votre album. Et on spoil en dernière partie de l'émission. Donc, pour les gens à la maison, allez acheter l'album de Cam puis Michel, puis ça va être réglé, comme ça, vous allez pouvoir écouter le show, puis tout va bien aller. C'est bon? Puis on promet de vraiment spoiler. On va spoiler en tabac. Parce que la dernière fois, on était un peu sur le break. Là, on va spoiler. Ouais, hein, je pense que la dernière fois, on avait essayé de pas trop spoiler, mais là, Ouais. il se passait une conclusion aussi dans cet album-là. Il y a vraiment une fin. Là. Parfait. Ouais. Hey, Simon, t'es-tu correct? T'entends bien? Oui, là, ça va. Parfait, excellent. Peut-être des petites nouvelles, ça vous tente? Tout va bien. Tout va bien? Tout est correct? Oui. OK, parfait. On va régler cette affaire-là. Juste avant, parce Oui. que là, je voulais en parler. Mhm. Avant qu'on commence le show, je pense que j'ai trouvé le vidéo la meilleure chose qui est arrivée au monde, dans mon monde. Dans ton monde? Le meilleur vidéo Internet que j'ai trouvé, c'est Jean-Luc Mongrain qui joue de la batterie à Adlib. Ça m'a mis tellement de bonne humeur. Déjà que tu dis le mot adlib, Ouais. ça va déjà très bien. C'est magnifique. C'est la Il a l'air tellement heureux de jouer du drum, mais il est quand même habillé en cravate. Ouais. Ah, c'est magnifique. C'est la deuxième fois que je t'entends te parler d'Adlib parce que j'ai terminé le 10e épisode de Noël Chisdor, aussi disponible sur mystérieuxétonnants.com. Et tu fais référence à Adlib dans cet épisode-là. Oui. Ça revient. Ça Ils vont- revient. Ils vont le ramener là, Ouais. avec un nouvel animateur. Sinon, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, là, des petites annonces assez importantes. Puis je pense que Jake, qui n'écoute pas avec nous cette semaine, va l'apprendre en même temps qu'il écoute le show. On a la date pour le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. Ça vous tente de l'avoir? Ça va être le... Non. Pas intéressé. Oui. Ça va être le 20 octobre prochain. C'est un samedi. On fait ça au proche groupe. de l'Halloween. C'est proche de l'Halloween, mais je l'ai pas fait le 27 parce que le 27, souvent, les gens ont des activités Ouais. avec des amis, ils sortent, ils s'en vont à Spa, ce genre de choses-là. Donc, on le fait le samedi 20 au Broupa Brouhaha, comme à l'habitude. C'est au 5860 de Lorimier, coin des Carrières. Les portes vont ouvrir à 19h. Le show est à 20h. C'est d'une durée d'1h30, 2h, comme à l'habitude. Et cette fois-ci, par contre, une petite exception à la règle, c'est que on va vous demander un petit quelque chose à l'entrée. Si j'ai mis 10$ pour la porte, mais si vous êtes membre Patreon, montrez-le sur votre téléphone intelligent ou apportez une preuve quelconque imprimée. On fait un petit 8. C'est un petit rabais. C'est pas si pire là, pour un show de 2 heures. Là. Mais on est rendu à un point, c'est il faut qu'on rentabilise les activités. Ça coûte sinon, cher, les citrouilles. ça coûte cher, les citrouilles. Puis ça prend du temps à les tailler. Puis il y a tout le temps des frais qui viennent avec ça. Mais je pense qu'on va avoir bien du fun. J'ai déjà seté quelqu'un. J'ai déjà un invité de setter. C'est-tu moi? Non, c'est pas toi. Ok. Mais tu peux être là, ça te tente. Mais, Ben, tu sais, Jake est pas là aujourd'hui. Moi, je me dis que ça devrait être moi qui le remplace. ben, si tu veux être focal, tu peux. Salut, Jake. Sors puis arrive 10 minutes en retard. Ok, je reviens. Mais donc, c'est ça. C'est le 20 octobre prochain. C'est un samedi, 19h la porte, 20h. Puis voilà, ça va être 10$ à l'entrée, 8$ pour les gens qui sont As-tu Patreon. une idée de ton costume? Ouais, j'ai une idée, mais il faut que je parle à notre amie Laurane, qui est couturière, parce que je sais pas si elle veut. Fait que je vais lui demander avant. Puis si elle sait pas, si elle peut pas, parce qu'elle est super occupée de ce temps-ci, Laurane, on va trouver autre chose. Là. Je sais pas, pogner une boîte de carton me déguisant en Lego, comme j'avais fait il y a une couple d'années. Mm-hmm. Toi, tu sais-tu en quoi tu vas te déguiser? Non, j'ai appris qu'il y avait un spécial Halloween il n'y a pas longtemps. Oui, donc, parce que t'as j'y ai pas pensé. écouté les Sidérés en fin de semaine. Ouais, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. T'étais-tu à décider? Ben, j'étais pas vraiment à des Sidérés, j'étais à En veux-tu une, le podcast de Bertrand d'Anjou. Ah ouais, ok.
qui était genre un spin-off de genre de Décideret. Donc en fin de semaine, ouais, j'étais là. C'est intense. Il est intense, Bertrand. Ah oui? Ah, il est pas super sympathique. Je vais aller écouter ça ce soir. Tu vas avoir du plaisir. Tu vas vraiment avoir du plaisir. Donc voilà pour les petites annonces. Donc le 20 octobre pour le spécial Halloween des Mystérieux Étonnants, en espérant de vous y voir. Toi, Simon, veux-tu commencer dans les annonces, sinon les vraies nouvelles? J'invite aussi nos invités à commenter, parce que là, sinon ça va être plate pour vous autres pendant une heure. Ouais, c'est ça. Si vous voulez, cher invité, Oui. voulez-vous que je vous parle des sorties Blu-ray de la semaine? Ben J'attendais oui. juste ça. Moi, ils m'ont dit que c'était leur segment favori. Ouais. J'ai pas de lecteur Blu-ray, mais... Ouais, quand même. C'est une PS4. Oui. Donc, tu as techniquement un lecteur Blu-ray. Ouais, tu pourrais. On en apprend tous les jours. Ouais, c'est vrai. T'as jamais mis un Blu-ray dans ton lecteur? C'est pas à moi, ce play-là. Ah. C'est à Gauthier. Ah, voilà, c'est vrai. D'ailleurs, moi et Benoît, hier, on a écouté un film qui s'appelle Lionheart, le film avec Jean-Claude Van Damme. Ah, Cœur de Lion, oui. Oui, Cœur de Lion. Et là-dedans, il s'appelle Léon Gauthier. Oui. Oh, Donc, à chaque fois, je pensais à Gauthier, car il a un cœur de lion. avoue, Léon Gauthier Karatéka, ça sonne vraiment bien. Ouais, j'avoue. Ben, tu pensais qu'il y avait un cœur de lion, mais aussi à chaque fois qu'il disait Gauthier, tu riais genre de façon Ben ouais, automatique. ça n'avait pas le choix. Il est tellement mauvais, ce film-là. C'est un petit Non, charme. non, là. non, mais c'est ça. Il est tu sais, mauvais que genre tu peux pas t'empêcher de l'écouter. Mais là. c'est parce qu'il a comme essayé de faire... Tu sais, c'est un film de combat, mais il a essayé de mettre du drame là-dedans. Drame familial. là. Ouais. Il y a pas aussi des genres de pognes de Brooklyn avec des bandeaux fluo, là? Non, mais il y a une bataille dans New York avec des thugs sous un pont d'un Mm. quartier industriel, mais il n'y a pas de bandeau fluo. C'était pas encore la mode. C'était C'est pas juste encore... avant. Jackie Chan est arrivé pas longtemps après, puis Ouais. il a mis des vrais toughs dans C'est les ça. rues de New York. Ah ben il était tough. Les Ouais, gars c'était avaient... des gars, c'est des gars bien cotes avec des camisoles que tu vois juste comme... Ouais, qui cachent les nipples. Ouais, seulement. Ça sert juste à ça. Ouais. C'est parfait pour le chafing, mais sinon ça sert à rien. Et il y avait un bot shot de Jean-Claude. Un très Vraiment, beau butt shot. parce que, tu sais, Ouais. Parce que en fait, au moment où j'ai demandé à Simon si on allait voir ces beaux petits cantalous dans ce film-là, ils sont apparus. Ouais. Oh! Tels que summonés. Tu l'as commandé. Je pense que c'est un signe. Est-ce que je suis devin ou... Non, je pense que tu devrais peut-être stalker Jean-Claude Van Damme. Non, ben là, je pense que ces cantalous sont rendus pas mal mûrs. Je pense que t'étais plus intrigué par la bosse sur son front, que t'avais jamais remarqué qu'il y a toujours eu. J'ai 37 ans, j'ai écouté je sais pas combien de films de Jean-Claude Van Damme et je viens de remarquer qu'il y avait une bosse sur le front. Ça m'a obsédé à un tel point qu'il a fallu que j'aille voir sur Wikipédia pendant le film. Est-ce que la bosse a son entrée Wikipédia? Il y a presque, en fait, pas sur Wikipédia officiel, mais tu sais, sur les wikis. Le où il y en a- JCVD. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que tu ailles fouiller là-dedans. Et il y a des théories par rapport à sa bosse. Parce C'est- qu'on ne sait pas exactement c'est quoi cette bosse. C'est pas un kiwi qui est en train de pousser? Ça ressemble à ça. Avec Je pense une que bosse. c'est un autre point. Oui, c'est un point qui n'a pas eu le temps de pousser dans son fond. Non, ça serait une masse, une tumeur non cancéreuse sur son front. Penses-tu Qui a que des- c'est de là que ça vient? Un kyste? Ces réflexions. Ça, c'est la coke. C'est ça. Finalement, Elle accumule la côte. c'est une bosse de coke. Ouais, c'est peut-être en fait la tumeur qui est dans sa tête, mais Ouais, qui ouais, pousse ouais. par l'extérieur. Mais ça Mais m'a il- fasciné. Mais il l'a toujours eu. Tu sais, c'est Oui, pas c'est à ça. cause qu'il fait de la coke ou whatever. Mais les 10 premières minutes du film, je me suis demandé si c'était pas... En fait, j'ai cherché dans ma tête, dans mes souvenirs, à savoir si il y avait pas... C'était pas tapé à la tête, puis je l'ai pas vu. J'ai essayé de Ouais, remonter ouais. dans le temps, dans Puis ma que tête. pendant les 3 mois de tournage, j'ai gardé sa bride. Je sais pas, je me suis dit, elle va disparaître en plein milieu du film, mais finalement, non, parce qu'elle fait partie de lui-même. Mhm. C'est ça. Ben, on salue Jean-Claude. Où que tu sois, mon cher. Hey, en passant, j'ai fait une BD en hommage à lui quand même. Hein. Ah oui? Ah oui, Vincent Bernier. Ça, c'est avant qu'on se connaisse. Des questions. Non, j'ai fait Non? ça il y a 4 ans. J'ai jamais acheté d'abord un, ta calice de un BD. fanzine. Il m'en Ah. reste, j'ai donné Ah, à ça. tabarnak. Bon, ouais. Ouais, je vais t'en donner. Je vais te Ah, le donner. merci. C'est une entrevue avec Vincent Bernier, un élève spirituel de Jean-Claude Ah, Van mais Damme. attends, je pense que je l'ai, celle-là. Ben ouais, mais tu l'as juste pas lu. J'ai peut-être pas lu. C'est ma meilleure BD à ce jour. Pour vrai? Ben, c'est celle que je suis le plus fier. Ah ouais, ok. Désolé, Caro. Ouais. Écoute, hein. Elle a pris 2 semaines à faire. Celle que je vais le finir a pris 3 ans. Ouais, tu sais, les priorités. OK. Mais Simon, lecteur DVD de la semaine. Oui, lecteur DVD de la semaine. Le premier film que je vais vous parler, c'est Oscar. Oscar, Ah oui. c'est le Ah, film non. de John Landis,
qui a réalisé Blues Brothers et An American Werewolf in London. Mais il a aussi fait un film avec Sylvester Stallone qui s'appelle Oscar. Ça a l'air d'un théâtre d'été. Hein. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, d'abord, Stallone et les comédies, c'est jamais super con. Ça n'a pas tant marché. Là. Arrête où ma mère va tirer. Bon. Ouais. Mais là, c'est ça. Il joue un gangster dans les années 30-40, je crois. Et tout se passe un peu dans dans une maison. C'est un peu en temps réel. Puis quand je l'ai vu quand j'étais jeune, j'avais bien aimé ça. Mais avec le temps, souvent les gens, tu lis sur Stallone, puis là, ouais, mais il a fait ce film-là, que c'est pas bon. Puis je suis comme, mais voyons, il me semble que c'était bon. C'est plein d'imbroglios, puis Une situation comique. C'est ça. Fait que je suis curieux de le revoir, de voir si, c'est juste moi, dans mon jeune temps, est-ce que j'aimais ce film-là pour des bonnes raisons ou pas. Fait que il y a ce film-là qui sort. C'est bien bizarre que ça sort maintenant, ce film-là, en Blu-ray. Ouais, mais tu sais, des fois, Ouais. c'est ça qui arrive Money dans la grab. vie. Parlant de comédie de Stallone, dis-moi juste si tu connais ce film-là. Je connais pas le titre, mais tu vas être capable de le dire. Stallone a fait une genre de comédie romantique avec Dolly Parton. Ouais, Rhinestone, ça s'appelle. Ouais, j'ai vu ce film-là à peu près 4-5 fois. Wow. Ben voyons donc, Ouais. avec Dolly Parton, Ouais. dans C'est le un- rôle de l'intérêt amoureux ou quoi? C'est un des chanteuses country. Ouais, dans un ouais. bar. Très, très populaire. Ouais. Puis Wow. je me souviens plus du reste. Ben, tu sais, je l'écoutais juste parce que je savais que c'était le gars de Rocky. Oui. Hmm. Puis à la fin, ben c'est ça. J'étais tout le temps genre, ouais, il n'y a pas eu de fight. hein. Ça, tu vois, ça, c'est un film que j'ai pas vu. C'est un film que je n'ai pas vu. J'ai vu Oscar, par exemple. J'ai Ouais. vu des bouts d'Oscar avant de m'endormir dessus, mais j'ai pas vu ce film-là Ok. avec Dolly Parton. Tu l'as-tu vu récemment, Oscar? Je l'ai vu la dernière fois que tu l'écoutais probablement, dans les premières années qu'on habitait ensemble. Ah, bah, J'ai ok, un tu vois, je souvenir me de sa souviens grosse même face. pas de l'avoir écouté. Oui, t'étais depuis- avec notre ami, ton ami Jeffrey, Ouais. puis qui est pas mon ami, puis je l'ai. C'est pas vrai. non, c'est pas vrai. Mais je pense que les deux, vous y souffriez, puis je sais pas pourquoi, je me suis demandé, mais là, c'est un film de Stallone, ça doit être bon, tu sais. Mais tu vois, je l'ai oublié cette fois-là. Ah ouais, Fait que peut-être qu'il faut pas que je le revoie. peut-être, je sais Ouais. pas. Peut-être qu'à chaque fois, tu vois, c'est le memento, mais pour Peut-être, Stallone. peut-être. Un autre film là, qui sort en Blu-ray, c'est Deep Red de 1975, qui est un film de Dario Argento, Mhm. aussi connu sous le nom de Profondo Rosso. Il y a déjà eu une version Blu-ray parce que je l'ai. Mais il y a une nouvelle version qui sort avec bien plus d'extras puis tout. Mais Ben ouais. c'est un... Après qu'il y a eu un assassinat d'une médium jouée par Macha Merrill, qui jouait la mère de Pierre Lambert dans l'ancien Côte. My God. Wow. Il y a un musicien et une journaliste qui s'associent ensemble pour enquêter sur ce meurtre-là, qui, Wow. tu sais, c'est du Dario Argento, fait que c'est jamais trop clair ce qui se passe. Tu sais, c'est beaucoup de style et peu de substance. Mais je dis pas ça négativement, parce que souvent, ces films, ils sont magnifiques à regarder, et c'est des films d'ambiance, et la musique est bien importante, c'est la musique de Goblin, qui est vraiment présente, et peut-être un peu au détriment du film, parce que ce que je me souviens le plus de ce film-là, c'est une scène où le personnage principal grimpe après un mur pour monter comme à une fenêtre, puis il y a la musique intense de Goblin, puis je me dis, s'il enlevait la musique, ça serait super dull. Fait que, tu sais, c'est ça. OK. Mais Bon. c'est un des gros titres de Dario Argento. Mais d'ailleurs, je vais parler d'un autre tantôt. Suspiria? C'est quoi son autre nom? Le nom du film? Non, le réalisateur t'a dit un deuxième nom. Dario Argento? Ouais. Non, le deuxième nom du film, Ah, c'est ok. Profondo Rosso. Ok. C'est le nom La italien. rose profonde. Ouais, Oui. c'est ça. Sinon, il y a un nouveau Honey qui sort. Honey? Honey. Comme H-O-N-E-Y? Oui, comme miel. OK. Le premier film de 2003 est avec Jessica Alba, où elle faisait de la chorégraphie de clips de rap. Oui, je me souviens, c'est vieux, ça, comme film. Oui, et là, il y a eu un deuxième en 2011 qui s'appelle Honey 2. Reloaded. Il y a Honey 3 qui est Dare to Dance en 2016. Et là, le nouveau s'appelle Honey Rise Up and Dance. OK, c'est un 4. Hein. Oui, c'est un 4 qui sort direct en vidéo. C'est une danseuse de rue qui veut rentrer dans la même troupe que sa sœur qui est plus connue et populaire. Mais là, sa famille puis son chum, ils disent qu'elle n'est pas assez bonne. Fait que là, elle s'entraîne dans des gangs de rue de danse. Des gangs de rue de danse. Puis là, elle rencontre un certain Tyrell qui va lui montrer comment
monter ses skills à un niveau supérieur et évidemment tomber en amour. Bien sûr. Vite de même, je dirais que je suis pas le public cible, tu sais, à la définition, mais wow, attendez. Moi, les films de danse, j'adore ça. Pour vrai? Ouais. T'aimes les films de danse? Qui aime les films de danse? Moi, J'adore ça. J'aime ça. Footloose, je l'ai vu. Gab aussi? Ah, ok, je suis le seul là, qui est party Ben, c'est pooper. impressionnant de voir des gens comme compétents dans de la danse. Ou tu sais. Kevin Bacon. Mais Ça, je vous l'accorde. là, mais parce tu vois, moi, c'est parce que je trouve les scénarios ridicules qui mènent aux scènes de danse. Ouais. Fait que c'est plus ça Écoute. que... Tu sais, j'ai regardé les 2 films sur la lambada, qui étaient assez exceptionnels. Le film sur la salsa aussi. J'ai écouté quelques step-up. Colin. Tu sais, quand tu fais des troupes de danse pour combattre le 1%, c'est quelque chose. Qui veulent raser l'orphelinat, mais là, si on accumule tant d'argent pour pouvoir le sauver, on va être correct. les 2 break-in, puis le deuxième, c'est ça, il faut sauver le rec center. Là, puis, Mais c'est pour dire que moi, j'ai suivi des cours de danse pendant 6 mois, puis j'ai jamais eu ce côté-là magique à un moment donné avec ma prof, où est-ce qu'on est tombé en amour pendant qu'elle me voyait danser comme un blanc sans rythme. C'est C'est à pas cause arrivé. qu'il faut que tu ailles dans les petites ruelles sombres de Montréal-Nord pour trouver ton sensei. Je suis pas sûr que si Sandrine va aller s'entraîner dans les ruelles, elle va vraiment triper. Surtout au mois de février. Ouais, là, c'est parce que- ça. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est parce que là, celle que t'as, c'est comme la stricte là, qui te montre comme il faut comment danser. Mais tu vas rencontrer quelqu'un, là, genre quelqu'un de magique, là, qui va t'ouvrir tes horizons, puis tu vas devenir une autre personne, Je vois. puis tu vas voir. Je vais commencer à À la porter fin, des tu vas t-shirts. avoir- Puis, tu vas gagner. ouais, ok. Patrick Swayze va te lever. Écoute, je danserais avec Patrick Swayze si c'était possible. Faut dire que c'est Qui pas, ne le ferait pas? pas grand monde. On va tous mourir un moment donné, puis on va... On va le voir, rejoindre au paradis, c'est ça, ouais. on va voir le- Et si c'est ça que je vois en premier quand je meurs, là, c'est Patrick Swayze qui m'accueille. Je pars à courir dans sa direction puis je saute comme dans le film. Ah, ça serait magnifique. parfait. Un autre film qui sort en Blu-ray, c'est un film qui s'appelle Golden Temple Amazons de 86. En français, ça s'appelle Les Amazones du Temple d'Or. Est-ce que c'est Folichon? C'est... Ouais. L'histoire, c'est une fille qui, sa famille se fait tuer. Donc, elle se fait recueillir par un groupe d'Amazones et elle se fait élever par des Amazones. Et là, maintenant qu'elle est plus vieille, elle va se venger. Oh. Le petit... la seule chose, parce que je l'ai déjà vu, Ouais. et la seule chose que je me souviens, c'est qu'elle est seins nus tout le long du film. Donc, elle ride un cheval, puis elle fait ses aventures seins nus. OK. Et c'est explicable par Cab. Cab, elle sait pas comment réagir par rapport à ça. T'as jamais fait des équitations seins nus? Il me semble que c'est tellement pas l'activité que tu choisis pour avoir les boules à l'air. Non, hein. C'est plein de grosses mouches en plus. Là. Ça doit Oh être la my pire affaire. god, le bounce, le bout. Ouais, non, c'est la base, la gravité, là. Puis ça s'explique un peu, ce choix-là, par les 2 réalisateurs. Son perv, Ben, vous allez voir. Tu penses? j'ai Il y l'impression. en a un qui s'appelle Alain Payet, qui a fait des films comme Maîtresse folle de cul et Godemichet pour lesbienne, Soumission anale pour jouisseuse hystérique Ah. et Julie par devant par derrière, Oh! ainsi mon que préféré. Autostoppeuse à sodomiser. C'est des drames psychologiques, hein, ça? Sérieux, je lisais les titres, Ouais. j'étais là, je pourrais faire juste lire ça pendant une demi-heure. On Ça me fait dirait des assez faux rire. titres, on dirait même pas des vrais titres de films. Non. On s'entend, c'est d'une certaine catégorie, mais Ben quand oui, Ce même. qui est le fun, c'est que le titre est à la fois le résumé du film. Oui, c'est Ouais, vrai. ouais. C'est comme C'est si clair, tu sais à quoi t'attends. la garde de sucre, c'était chien mort à la fin. Ben, c'est un peu ça le titre en anglais. C'est quoi? The Dog Who Stopped the War. Oh, Ben, shit. tu le sais qu'il va arrêter la guerre, mais oui. comment? On sait pas. Et l'autre réalisateur, c'est Jesus Franco, qui a fait aussi de la porn, mais il a fait aussi des films un peu de genre, comme Le Lac des Morts Vivants et Les Prédateurs de la Nuit. OK. Fait que voilà. Et un dernier film qui est The Seventh Sign. Puis là, j'étais en train de le lire, puis je me dis, il me semble que j'en ai parlé. Fait que peut-être qu'il a été retardé, puis Ça se peut. finalement, je l'ai pas. J'ai lu ça dans la liste. Là. Mais c'est Demi Moore qui est enceinte. Puis là, l'enfant qu'elle porte
va ouvrir le 7e sceau qui va Oui. créer l'apocalypse selon le livre de la Ça Révélation. s'appelait pas 7e saut d'ailleurs en français. C'était Ouais, film-là, il jouait ouais. à TQS dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est plus ça grossit, ça avance, plus il y a des phénomènes qui arrivent comme les poissons À la fin. meurent, puis des tempêtes, puis tout. Puis là, il y a le diable qui est le propriétaire de son immeuble. OK. Ouais. C'est comme un propriétaire. Ouais, c'est ça. Finalement. Ouais. Ben, pas notre propriétaire, parce qu'il est bien chill. Notre Non, propriétaire. mais celui dans Lionheart. Ouais, c'est Ouais. ça. Ou mon ancien propriétaire. Ah, bon. C'est ça. Fait que c'était les sorties Blu-ray de la semaine. Il y en a juste un que je vais avoir plus de détails, mais c'était pas trop clair. Mais Summer of 84 sort en Blu-ray. Il est pas sorti, il est disponible en VOD, mais... non, mais je l'ai commandé, c'est ça l'affaire. OK. Il est sorti aux States sous une Ah. compagnie. Je sais que Johan me dit qu'il y avait la trame française dessus. Mhm. Donc, je vais vous tenir au courant si j'ai commandé la bonne version ou s'il n'est pas sorti. Fait que c'est ça. Titi qui va être là peut-être le 20 au spécial Halloween des Mystères Étonnants. Michael Ironside? Ah, non, mais il le connaît. Ouais, Ça non, se peut que ça se peut que ce soit Johan. Ouais. Ouais. Il a dit qu'elle allait essayer de venir. Il y a des chances. Ben, merci Simon. Combien de Blu-ray là-dedans que tu t'es commandé? Là? Un, je crois. Ouais. Ouais. Parce que Mais je vous dis pas lequel. maintenant que je suis en recherche active d'emploi à la maison, je suis tout le temps à la maison ou proche, Mhm. ou presque. Puis les facteurs me reconnaissent maintenant. Bon. Parce qu'ils viennent tout le temps apporter des affaires pour ça. Il est très rentable ton abonnement à Amazon Prime, je te le dis tout de suite. Ouais, Hey, ouais, je me ouais, suis ouais. abonné sans faire exprès, moi. J'ai failli faire, je l'ai fait moi aussi. T'es pas la seule personne qui me dit ça. aussi. Comment t'as fait ça? Ben, j'ai commandé quelque chose sur Amazon, chose qui arrive très, très, très rarement. Puis là, j'ai reçu un email. Ah, vous avez 30 jours d'abonnement gratuit à Amazon Prime. J'étais comme, oh man, je vais en profiter. N'oublie pas de te désinscrire. Ouais, hein, c'est ça. Ouais, c'est parce bon que sinon, ils vont te genre, charger. C'est ça. Moi, je viens de faire ça avec Shudder. Ça marche pas pour moi. J'étais comme... c'est une semaine gratuite. C'est un système, c'est un genre de service à la Netflix, mais pour les films d'horreur de Ouais. genre. Puis je trouvais que la sélection... Toi, je sais que tu te retrouves avec les Bob Griggs. Là. Joe Bob, moi. Mais moi, le reste, j'essaie de trouver des trucs intéressants, puis ça... On dirait qu'il était jamais disponible, ou c'était pas... C'est probablement que la version américaine est plus intéressante que la Ouais. version canadienne. Ben, c'est ça. Joe Bob Briggs, faut que je me plug sur le VPN Ok, américain. si tu ça. peux encore, ça fonctionne, ces Ouais. deux trucs-là avec eux autres. Puis je me suis désabonné, puis on dit, ah ben on va te donner un mois d'abord. Oh. Ok, puis je suis pas retourné, puis je me suis enlevé au final. Mais ouais, il faut que tu fasses attention parce qu'ils m'ont fait ça une fois, moi aussi, Amazon. Ben, j'ai pas l'intention de regarder leur service de streaming Mhm. parce que mon forfait Internet chez nous est vraiment merdique. Mhm. Fait que... Tu pourrais abuser celui d'ici, par contre. Non, Du je studio Lunac. viendrai pas au studio pour écouter des films. Là. Il y a quand même des limites. Là. Ça pourrait être intéressant. C'est pas ce qui se passe quand t'es pas là ici. Ben, je sais que les gens écoutent des films puis dans Ouais. des affaires. Oui, là. ça, on le sait. C'est de notoriété publique. Ouais, mais- ça, oui, parce qu'ils se sont fait avertir. Et voilà. Moi, j'ai une petite nouvelle. En fait, j'ai une question d'un auditeur, puis ça va amener une nouvelle. J'ai deux questions d'auditeurs qui nous ont envoyé ça la semaine passée. La première était pour Jake de Rémi Leblanc. Fait que Je Rémi, peux répondre. pour Ah oui, lui. oui, c'est vrai. Ouais. Tu vas répondre. Donc, Rémi voulait savoir... Ah oui, il voulait commencer Metal Gear, mais il savait pas par lequel commencer pour vraiment apprécier la franchise. Ben, Je dirais le premier. moi, étant un spécialiste de Metal Gear autant que toi de Lovecraft, Ouais. Ah, ok. Simon, Donc, je dirais de commencer par le 7e, celui que la moustache commence à repousser. Et parce que, en fait, c'est sa jeunesse au Vietnam. Oui, ok. Et il y a des guns. Puis c'est où dans la timeline, là, justement, des... Exactement, Benoît. Et- Donc, bonne chance, Rémi. Oui, en fait, je me demande si c'est vraiment sa question. J'ai vraiment un doute en ce moment. Mais oui, bonne chance. On va reposer la question à Jake la prochaine fois qu'on le voit. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a un petit truc spécial pour les auditeurs de Mystérieux Étonnants. On va enregistrer notre émission chez notre ami Étienne Forêt. À l'extérieur, dans sa cour, on fait un dernier show d'été. Oh! Un peu à la manière qu'on avait fait l'année passée chez notre ami Laurent, mais cette année, il est trop occupé. Allez, fait que- dépêchez-vous, parce que... La Ben, neige- c'est ça. la neige La neige s'en s'en vient, vient, là. c'est pour ça que j'y ai pensé. Attends. Je commençais, pourrais-tu m'expliquer la différence? Ah! Non, il voulait savoir la différence entre deux films, deux jeux il pose la question quand il va revenir la semaine Ouais, là, j'ai prochaine. plus d'énergie à répondre à C'est la bien place de correct. Jake. Souvent, c'est bien compliqué à nouer cette franchise-là. La deuxième question, ça vient de Jean-Philippe Plante, qui demande par quel film de la franchise Halloween on devrait écouter avant d'écouter le dernier. Et là, ça me fait un segue vers la bande-annonce, mais on va pouvoir... toi, est-ce que tu as une opinion là-dessus, M. Simon? Ben, juste le premier. Parce que le premier ne prend pas compte de tout ce qui s'est passé entre... Tu veux dire le nouveau. Ah oui, le nouveau, Ouais, excuse-moi. ouais. Oui. C'est lequel, Halloween, donc? C'est Ah. qui le tueur? Michael Myers, Michael le Myers. gars avec le masque blanc. C'est qui la fille? Jamie Lee Curtis. Je l'ai vu. Bon, Nice. t'es correct. Mais tu pourrais le réécouter juste pour te mettre dedans.
Mais sinon, si tu veux vraiment suivre le dernier film, tu peux juste écouter le premier puis tu vas être correct. Parce qu'ils tiennent pas compte du 2, ils tiennent pas compte du H2O, ils tiennent pas compte d'aucun des films qui entrent. C'est-tu celui-là où il y en a un dans un hôpital? Oui, c'est lui. Hein. Ça c'est le 2, ça. Nice. Ça, c'est le 2 qui se passe juste après. Je l'ai vu aussi. 2 points. Mais ils prennent pas compte du 2. Ils prennent juste compte du 1. Mais le 2 est le fun. Si tu veux juste comme écouter des Halloween pour te mettre dedans et de voir le prochain film, là, ça n'a pas de continuité directe, mais le 2 est vraiment le fun. Tout ce que je me rappelle du 2, c'est qu'il y avait tellement peu de staff à cet hôpital-là. Ah oui, c'est ridicule. Ouais. Je sais pas si ils ont pas tourné ça dans un hôpital au Québec parce qu'il y aurait eu du monde dans les corridors à côté. Là. Je me souviens que moi j'ai écouté la franchise pour la première fois il y a environ 2 ans au complet. J'avais acheté le gros coffret Blu-ray. Puis je me suis dit la même chose parce que je venais pas longtemps laisser ma job à l'hôpital à cette époque-là. Puis il y a tout le temps du monde partout. Là. C'est impossible que tu ailles tuer quelqu'un dans le bain où est-ce qu'il faut que tu réchauffes tes patients. Puis ferme pas les lumières dans les corridors la nuit. Ça dépend. À partir dans les chambres, peut-être. Le soir, non, mais la nuit, non. Oui. Okay. Ils vont laisser de la lumière allumée à certains endroits, mais elle est éteinte. Mais c'est à partir du 3e quart. Ouais. En tout cas, à l'hôpital Notre-Dame, c'était comme ça. À partir de 3h du matin, il y a des lumières qui commencent à flasher. Là. Ben oui, c'est la disco qui commence. Non, mais tu sais, le flasher... ouais. Vous allez voir. Mais sinon, je dirais aussi d'écouter le 3. Le 3 est le fun. Parce qu'il est super le fun, mais ça n'a pas rapport avec Michael Myers. Il y en a combien, là, en tout? Il y en a eu 6. 6? Ah, ça va pas Police Academy. 6 plus 2 remakes. Ouais. Ben, pas un remake, mais un remake avec sa suite. OK. Halloween 1 à 6 plus Halloween 1 2 de Rob Rob Zombie. Et t'as le Halloween. Moi, j'ai pas mal aimé le premier de Rob Zombie. J'ai décoché sur le deuxième. Pour moi, c'est comme trop méta. Il y a bien du monde qui l'aime. Moi, c'est filmé comme une comédie. C'est vraiment bizarre de la manière que les scènes sont mises de la manière que c'est mis en scène. Et Dr. Loomis est comme une caricature de lui-même dans cela. Ils ont voulu le faire un peu arrogant, puisqu'il y a eu un certain succès après les événements du premier film. Il a publié un livre, puis il fait le tour, la tournée des studios. Mais il est presque un cartoon. C'est vraiment bizarre. Mais ça finit comme en queue de poisson, ce film-là, en plus. Il n'y a jamais de suite. Il n'y aura jamais de suite au film de Rob Zombie, malheureusement. Mais le premier était excellent. C'est vraiment sauvage, la manière qu'il tue les gens. Contrairement à celui de Carpenter, qui est bon, mais pour d'autres raisons. C'est plus furtif. Je pense que Michael Myers est un fan de théâtre. Il aime beaucoup les mises en scène. Ouais. Il sait son timing. T'sais, l'improvisation, lui, Michael Myers, il excellerait. Il est conscient qu'il y a une équipe de caméramen puis un réalisateur. Il choisit. Il veut leur plaire. C'est ça. Là, il connaît ses angles, il connaît ses spots. Il se met des petits tapes à terre pour connaître sa position comme les acteurs dans les... Attends, je pense qu'il y en a 7, je pense. Écoute, je les ai jamais comptés. À partir parce que le 3 ne compte pas comme étant un vrai 3. C'est un autre film par rapport. Mais parce qu'il y a le H2O qui vient après le 5, je crois. Ça se ou peut. le 6. Je sais le Cursed. Moi, je serais pour que tous les 7e films d'une franchise s'appellent toutes Mission Moscou. En hommage à Police Academy. Ouais, exactement. Mais le dernier, c'était Michael Myers contre de la télé-réalité. Ah oui, c'est comme contre Busta Rhymes. Ouais, Busta Rhymes. Busta Rhymes et t'as la chanteuse qui est dedans, là. Tyra Banks qui est dedans, non? Ben, c'est pas une chanteuse, pas une chanteuse, c'est pas Tyra Banks, Calice. Ben oui, Tyra Banks. C'est Tyra Banks, ok. Oui, je me suis mélangé. Ok, en tout cas, je te dirais, écoute le premier, minimum, tu vas être correct pour suivre, mais sinon, il y a le 2 qui est bien, et à H2O, tu peux écouter le 1, 2, puis H2O, on dirait que ça fait une belle petite trilogie qui se complète. Ouais, j'avoue. Ouais. Puis après, d'ailleurs, les critiques sont sorties de Halloween, le prochain, qui va sortir le 19 octobre, donc une journée avant notre spécial d'Halloween, en salle, et il paraît que ça a tout arraché au TIFF, au Toronto International Film Festival. Les gens ont bien aimé ça. Et j'ai des gens que je connais qui travaillent pour Fantasia qui sont allés voir le film, puis il paraît que ça a tout arraché. T'as compté? Il y en a 8. Il y en a 8 au total. 8 plus les 2 de Rob Zombie, donc plus 10, le nouveau. Donc 11. Ouais. En tout cas, ok. Wow, il y en a pas mal. Donc, ça a l'air que ça va être très très bon. Est-ce que tu as vu la bande-annonce, Simon? Oui. Moi, la deuxième, beaucoup plus. J'avais bien aimé la première. Celle-ci, on voit que on est revenu aux racines de la franchise. Là, Mais je pense que j'ai plus aimé la première, moi. Ah oui, pour vrai? Parce que c'était du nouveau, tu sais. Puis c'était comme ça faisait longtemps. Là, j'avais peur en l'écoutant, j'allais voir trop de choses pour le nouveau film. Fait que je l'ai comme écouté, mais rapidement, sans trop me concentrer. Ils font des choses que... Je me souviens pas s'ils le faisaient dans le premier film, mais dans le deuxième, ils l'ont fait beaucoup. C'est suivre Michael Myers avec un plan de caméra. Puis d'à peu près se tasse. Non, il l'avait fait dans le premier aussi. Il suit Michael pendant un certain temps. Il se tasse. On le voit faire ses conneries, là.
tuer du monde, notamment. Et c'est comme des one-shots, c'est super bien filmé. La photo, elle a vraiment l'air bien, parce que ça a l'air super beau. C'est David Gordon Green qui a réalisé beaucoup de comédies, qui d'ailleurs réalise ce film-là. Il y a aussi des drames. Oui, c'est ça aussi. On l'oublie, mais c'est parce qu'il a fait Pineapple Express, fait que dans ma tête, il a juste fait des comédies. Là. J'avais vu un qui était, je pense, No Angel avec Sam Rockwell, qui était vraiment bon. OK. Puis Danny McBride, qui a co-scénarisé avec Gordon Green le scénario. Ça sort le 19. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Ouais. L'avez-vous vu? Je vous en ai parlé tantôt, mais je sais pas si c'est pas... Là? La bande-annonce de Halloween. Oui, je l'ai écouté avant de m'en venir. Qu'est-ce que ça en a pensé? Ben moi, la dernière fois que je suis venu au show, je mélangeais Halloween puis... Friday 13? Non, tu sais là avec un masque de fantôme, là. Scream. Ouais, Scream. Ben, c'est ça. Hey, grand spécialiste des films d'horreur. Fait que, mais j'ai été voir le trailer, puis ça avait l'air bon. Ouais. Ça avait l'air bon, je trouvais, sauf que, bon, je sais que je l'écouterai pas parce que tout ce qui monte pas, ben, ça va être beaucoup de sang et de gorge coupée, puis ça me tente pas. Ouais, les gorges coupées, ça me gosse. Toi, Cap, l'as-tu vu, la bande-annonce? J'ai vu le teaser, mais j'ai pas regardé. T'es pas lancé encore. Il était peurant, le bonhomme. Ben, moi, les masques en partant, là, ça me fout la chienne. Là. J'ai une phobie de voir une face qui me regarde dans la nuit. À travers une fenêtre ou de loin. Là. Fait qu'il y a vraiment une terreur nocturne, là. Ouais, genre. Ouais. J'en ai pas fait encore à date. Je fais des rêves fuckés de ce temps-ci. Mais... fin 2017, en 3 mois, je n'ai fait genre 10. Ah, t'en fais, toi? Ouais, j'en fais. Ah, est-ce que t'en fais depuis qu'on a parlé à l'émission? Non, j'en faisais avant, mais je n'ai fait beaucoup plus dans la dernière année. Tu sais, une augmentation de genre de 1000%. Ben, tabarnak. Okay. Puis c'est quoi que tu vois, toi? C'est beaucoup l'homme, là. Un homme au-dessus du lit qui s'en vient ou une menace qui arrive dans le corridor. OK. Mais pour dire, j'en fais tellement que la dernière fois, j'ai fait comme « Ah non, pas encore. Okay. » Mais tu sais, genre blasé, là. Fait que tu vois la masse noire, les Shadow People, t'es vois, là. Ouais, je vois la masse noire, sinon un homme. Puis tu sais, des fois, je sais qu'il est juste... Je suis tourné vers le mur, fait que je sais qu'il est dans mon dos. Puis est-ce qu'il porte un chapeau, comme la plupart Le chapeau, je l'ai déjà vu, mais ça change. Mes terreurs changent d'une fois à l'autre. Okay. Mais oui, j'ai vu pas mal tous les symboles, les symboliques de la terre. Ah, c'est bien fucké, ça. Moi, ça m'est pas encore arrivé, mais je fais des rêves éveillés, là, où est-ce que je projette des affaires dans ma chambre. Ça m'arrive souvent. Je pense que j'en ai parlé à l'émission, mais... Toi, tu fais des bonheurs nocturnes. Non, c'est jamais le fun. C'est jamais de quoi de fun. C'est juste je me retourne, puis Anna Kendrick qui est dans ma chambre. Là. C'est pas ça que je vois. Là. C'est des masques et des insectes. C'est pas Jean-Luc Monguin qui joue du drum. C'est ça, je me retourne puis il y a Adlib qui commence un épisode exclusif. Ouais, mais pourquoi notre esprit est orienté dans ce sens-là? T'sais, pourquoi nos hallucinations ne seraient pas positives? Tu te retournes puis je sais pas, c'est David Letterman qui est sorti de sa retraite puis là il est avec Paul Schaefer. Hey, on a un show. Là, c'est jamais positif. Je suis pas mal sûr que c'est à cause que, à base, quand tu rêves, t'es paralysé. Ouais. Puis t'as une petite conscience de pas pouvoir bouger puis une petite panique embarque. C'est rare que quand t'es paralysé, tu fais comme il est où Jean-Luc Mongrain en ce moment? Ben écoute, la prochaine fois, il paraît qu'un truc pour faire des rêves éveillés, c'est de savoir une espèce de mantra ou quelque chose qui va te rappeler que tu rêves. Comme ça, à partir de ce moment-là, tu peux être en mesure de contrôler ton rêve. Les gens disent pratiquer dans votre quotidien, quand vous voyez quelque chose de weird, à regarder votre main. Ça, c'est une manière de... Donc, dans ton sommeil, dans ton rêve, si tu vois de quoi de weird, tu vas regarder ta main, puis tu vas te rappeler que tu es dans un rêve, puis si tu es correct, à force de pratiquer, là, c'est un entraînement, tu vas pouvoir contrôler ton rêve. Maintenant, quand je vais faire des cauchemars ou des terreurs nocturnes, je vais chercher Jean-Pierre Coallier. S'il est là, je sais que je rêve. Mais c'est à cause que là, tu es en train de dire que dans le jour, à chaque fois qu'il y a de quoi de weird, tu es capable de voir Jean-Pierre Coallier. Non, mais tu pourrais me rappeler de voir Jean-Pierre Coallier. Okay, bon. Je veux pas comme partir une crise d'identité. Là. Je veux juste comme contrôler mes terreurs nocturnes. Tu pourrais te faire tatouer la face de Jean-Pierre Coallier dans ta main. Moi, je pense qu'on pourrait se cotiser. Je pense qu'un GoFundMe pour ça, un super réaliste, là. Parce que je pense que la meilleure place pour te faire tatouer, c'est ta main. À l'intérieur. C'est clair que t'as pas d'infection dans ta main. Mais fun fact, ça dure. Tu sais, tu te fais tatouer dans la main, puis ça disparaît avec le temps. Pour vrai? Ouais, oui. parce que c'est comme, tu sais, tue cette peau-là. OK. Fait que c'est pas la place que ton tatou va t'offrir. Ah ouais, pour vrai. Mais moi, j'ai on pas fait de la corne constamment dans les mains, je pense. Oui, ça se peut. Ben, elle se remplace tout le temps parce qu'on est tout le temps de manipuler. Je sais pas. Ouais. Moi, j'en ai pas de tatou. Je pense que toi, en as-tu? Moi, j'en prévois un, mais je n'ai pas. Vous en avez toutes. Pas moi. Non, je n'ai pas. Ben, tu en auras un. Ben là, éventuellement. Facile à dire. J'ai comme vraiment peur de regretter, tu sais, de me faire tatouer parce que des trucs que je trouvais beaux au début des années 2000,
Puis aujourd'hui, je les regarde. Tu voulais un petit symbole chinois dans le nuque? Non. Un code barre dans le cou. Un code barre dans le cou, comme à la Cyberpunk, un truc comme ça. Barbelé. Tu sais, j'ai vraiment peur de le regretter. Je suis un gars sur Instagram, il faudrait que je trouve son nom, mais il fait des tatous hyper réalistes, là, ça en est malade. Là. Puis je me dis, tant qu'à y aller, j'irai all the way. Ah ouais? Puis je me setterais pour ça. Ben, tu sais, oui, rendu là. Je te verrais, moi, à Yakuza. Ah non. Tout Non. le chest, là. Qu'est-ce qui va arriver? La journée que je vais me faire tatouer en Yakuza le corps complet, je vais ressortir, tu sais, genre une possibilité de travailler pour un cabinet d'avocats, puis là, je me ferai pas prendre à cause de ça. Je pense que t'aimerais mieux avoir un tatou que de travailler dans un cabinet d'avocat. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, ben, c'est réglé. C'est réglé. Hey, sinon, j'ai une petite critique pour vous parce que je suis vraiment en tout cas, je commence dans Donjons et Dragons de ce temps-ci, puis chez Cap, Michel, vous jouez à Donjons et Dragons relativement On régulièrement. voulait pas que tu le dises en ondes, on a honte. Pourquoi? Mais Maintenant, non, il faut j'ai pas- assumer, j'ai là. pas honte du tout. Mais toi, t'es Dungeon Master. Yes. Puis toi, Cap, tu joues quoi? Dans nos 2 games, dans la première game, j'ai joué une rogue Rogue Elf ou humaine? humaine. Le nom de Une petite teigne de 16 ans, 15-16 ans. Avec beaucoup de spunk. Puis dans notre 2e game, je joue une monk nommée Samsung, Comme les télés. comme puis, les télés. Bon, Elle est à la recherche du ramen. du meilleur chow mein. En fait, c'est dans mes quêtes personnelles sur ma feuille de donjon. Moi, le but, c'est d'aller manger les meilleures choses de par le monde. C'est pour ça que j'ai quitté le monastère. Pour aller me bourrer à la face. Elle fait beaucoup de bien dans ma game parce qu'elle est beaucoup plus saine que les autres. Ok. Ouais. Tu joues avec Jake, j'imagine? Jake et Gauthier. Ah, ok. Ouais. Tu viens balancer le lien Ouais, au j'ai yang. tendance à faire ça. Là, en fait, moi, j'ai reçu notre ami Laurent Billot, qui est un fan des Mystérieux Étonnants, qui est devenu un ami, qui est un fan français, en fait, un auditeur français, m'a envoyé le livre du joueur de Donjons et Dragons 5e édition, parce qu'il n'est pas disponible au Québec depuis très longtemps, ça fait des mois qu'il est en rupture de stock. Donc, il m'a, en fait, commandé le livre, puis il me l'a envoyé directement de chez moi. Je l'ai reçu durant le week-end. Et donc, je suis pas mal dans Donjons et Dragons. Il y a une game que je vais lancer prochainement. Je vais commencer avec un ami de longue date. Puis, fait que je lis des blogs. Je passe une quantité ridicule de temps à lire des faits sur des mondes qui n'existent pas pantoute. Puis, je suis vraiment fasciné par une mythologie qui va me servir à jamais rien dans la vie, tu sais. Peut-être avoir du plaisir. Mais voilà, ça sert au moins à ça. Et des fois, j'ai des rages. Je commande des trucs sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur Amazon, ne sachant pas trop quoi ce que j'achète. Là. C'est tout le temps comme un achat d'impulsion. Là, mais Comme le truc que je t'ai dit que j'allais. ouais, la lumière pour la toilette, pour savoir où on ouais. pisse durant la nuit. Ça, c'est ça, c'est quand même intense. Ça, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ça. Mais j'ai commandé, en fait, ce que je pensais qui était un livre à la base, mais qui s'est révélé étant une bande dessinée quand je relis. Ça s'appelle Gary Gygax and the Creation of D&D, Rise of the Dungeon Master. Pour les gens qui ne connaissent pas Gary Gygax, c'est un des co-créateurs de Dungeons & Dragons. On parle, je pense, mi-1970, dans les années 70, pardon, donc c'est 1974 que le jeu est sorti. Et il y a aussi le co-créateur dans la bande dessinée qui s'appelle Dave Arneson. Donc on montre les origines de la passion de ces deux gars-là pour les jeux dans leur ensemble. Donc, les jeux de simulation, de guerre, c'était très populaire dans les années 70, mais c'était très, très technique. On avait des règles, il fallait carrément des règles pour mesurer. C'est le même nombre d'unités que dans les combats réels. Puis on essaie de recréer des faits historiques à travers ça. C'était très, très technique, / peut-être un peu chiant, mais ces deux gars-là viennent un peu de ces écoles de miniature gaming. Et dans la BD, je pense pas que vous allez apprendre quelque chose sur Gary Gygax ou Dave Arneson que vous ne connaissez pas si vous êtes vraiment fan de D&D. Moi, je commence, fait que j'ai appris beaucoup de choses, mais ça reste très, très léger. Je l'ai pas mentionné, c'est publié par National Books, qui ont comme mission de publier des livres et des BD centrés autour de sujets qui sont pour eux autres importants. Tu sais, des faits inusités ou des personnes qui ont marqué l'histoire, puis on veut comme garder leur mémoire, la préserver et parler d'eux, ben, ils le font au travers de leur maison de publication. Et veut pas, D&D, c'est un peu le grand-papa de tous les jeux pen and paper qu'on appelle, qui ne cessent de croire et qui sont redevenus très très populaires aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert en fait en lisant D&D, mais j'avais pas pris conscience de ça, que ça avait autant. Je savais que ça avait marqué une génération, mais que ça avait inspiré plusieurs générations, mais j'avais pas réalisé que ça avait influencé les White Wolf, tous les jeux qui sont venus par après. Ce milieu-là a été développé grâce à D&D puis les éditions subséquentes qui sont venues. Fait que j'ai découvert ça par rapport à ça. Ce qui est vraiment le fun, la manière qu'ils racontent leur histoire, c'est écrit par un gars qui s'appelle David Kushner, puis c'est dessiné par un gars qui s'appelle Coren
c'est qu'ils vont dire, par exemple, tu as un début de chapitre. Vous êtes Gary Gygax. Vous avez 39 ans. Vous vivez dans telle place. Puis là, ils vont décrire un peu la narration du point de vue de quelqu'un qui décrit un personnage dans D&D. Ouais. Puis de temps en temps, ils vont te mettre des pages avec les armes, puis les stats, puis les alignements. C'est un dessin un peu naïf. Je l'ai prêté d'ailleurs à Michel, je pense, un petit peu avant l'émission. C'est à Caro, je me souviens plus à qui je l'ai prêté. C'est pas hyper beau, c'est efficace, ça marche bien. Mais là où je suis vraiment fasciné, c'est quand ils montrent l'impact que D&D a eu sur la société, voire plusieurs industries, pas celle du pen and paper. Puis j'en aurais voulu plus, parce que c'est vraiment là où l'histoire est vraiment plus captivante. Ils vont parler, par exemple, de D&D a influencé un gars qui utilisait l'ARPANET dans les années 70 pour modifier un jeu de quête. Puis ça a amené telle autre personne à faire tel mode de jeu qui a découvert d'un autre conférence. Il y a comme toute une chaîne qui est partie de là, l'idée de que tu peux prendre les règles de Donjons & Dragons et les appliquer dans le monde virtuel, voire les jeux vidéo, et qui a développé aussi un monde de jeux vidéo, ben c'est un peu grâce à D&D. Puis c'est dans ces moments-là que la BD est vraiment cool, parce que ça, je le savais pas. Tu peux lire sur Gary Gygax, tu peux lire sur Dave Arneson, puis savoir qu'ils ont fait ce jeu-là en telle année, puis that's it. Mais ça, c'est des trucs qui sont pas tout le temps soulignés. Pour ça, la BD, je l'ai vraiment aimé. Il parle-tu aussi des millions de jeunes qui se sont fait crisser des volets au secondaire à cause qu'ils jouaient à ça? Il parle pas de ça. Moi, je pense que c'est un fléau, Donjons & Dragons. Pour ça, oui. Mais en même temps, c'est peut-être les gens de la manière qui sont élevés, pas tant Donjons & Dragons. Non, aujourd'hui, je pense que c'est plus accepté. Non, puis il y a des études qui prouvent que faire jouer à D&D à des enfants, ça développe le sens de la communication, de la stratégie, de l'entraide, de suivre des règles. Ben, ça te met devant des situations. C'est de la résolution de problèmes. Résolution de problèmes, oui, on en parle. Puis, tu sais, pour des enfants qui ont des problèmes d'anxiété ou des problèmes de comportement, se mettre dans la peau d'un autre personnage, puis atteindre des buts, puis abattre des obstacles, ça peut être super valorisant. Je te dirais que même en tant qu'adulte. Ben oui, c'est vraiment le fun de jouer à D&D pour vrai, là. Puis, il n'y a pas ce tabou-là quand t'es plus jeune par rapport au jeu, contrairement à quand t'es plus vieux, dans vingtaine, trentaine, les gens ont peut-être une hésitation à se lancer là-dedans. Malgré que je connais beaucoup de monde qui l'ont fait récemment. Depuis 10 ans, là, tout est en train, il n'y a plus de règles. On a le droit de faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, tabarnak. Tu sais, j'anime tout nu en ce moment. Oui, c'est ça, on voulait pas le dire à la maison, mais bon, écoutez, ça fait partie, on se connaît un peu, là, fait que c'est correct. Mais l'ensemble de la culture populaire. ça comprend aussi la nudité. Donc, je voulais pas faire une grosse chronique là-dessus, mais c'est cool, c'est léger. Ça s'appelle Gary Gygax and the Creation of D&D Rise of the Dungeon Master chez National Books. C'est une quinzaine de dollars. Je pense que ça vaut la peine quand même. Fait étrange, juste le dire parce que au studio, je vais pouvoir montrer aux gens ici, là, mais la couverture est comme caoutchouteuse, ça me gosse quand je lis. Parce que c'est une accumulation de sueur, c'est vraiment bizarre. C'est pas plastifié comme même votre livre, là. L'Esprit du camp, là, on s'entend, il y a un fini, mais c'est pas la même chose. Ça a un revêtement d'agenda. C'est ça. Oui, exactement, tout à fait. Mais c'est le fun, j'ai eu du plaisir, puis payez pas une fortune pour cette affaire-là, mais moi j'ai bien aimé ça. Si Dungeons & Dragons vous intéresse, puis vous voulez découvrir des choses autrement que lire une entrée Wikipédia ou une biographie, c'est une manière différente ou les livres de R.A. Salvatore. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de plaisir en lisant ça. Ça, les Forgotten Realms, ça, les Forgotten Realms avec Driss. Puis Driss qui est de l'elfe noir. L'elfe noir que t'as pas le droit de jouer à D&D parce qu'il est overpower. Pour vrai? Tu peux pas décider, comme commencer une game, dire moi je joue Driss. Je peux-tu décider d'être Elminster? Ouais, tu peux. Oui, mais il est pas surpuissant, Elminster? Je sais pas, moi je dis juste ça. Drix. T'as un faible, je pense, pour les personnages à petits cheveux longs puis grosse épée. Parce que t'avais un kick sur Cloud aussi. Là. Grosse épée, entre guillemets. Non, c'est pas une métaphore. Driss a 2 scimitar, c'est pas une grosse épée. Tu m'as là. Mais il y en a beaucoup. Il y a comme combien de romans? Oh mon Dieu, je me suis tanné à un moment donné. Il y en a vraiment beaucoup. L'as-tu trouvé sa maman? L'as-tu perdu? Ça, c'est Yoshi, c'est l'abeille. Ah, je mélange tout le temps Dritz et Yoshi. Même combat. C'est Hachi. Hachi, ouais, excuse-moi. Ouais. Simon, qu'est-ce que t'as pour nous je autres? pense que Cam avait des je savais pas que t'avais quelque chose. Je m'excuse, je savais pas pantoute, j'ai pris pour acquis. J'ai écumé mon fil RSS avant de m'en ben regarde, on va appeler ça le segment câble qui fait des news. Yeah! Go! Pas besoin d'y donner un nom, ça va être juste moi qui fais des news. C'est bon. Excuse-moi, je savais pas pantoute. Ben non, mais c'est pas grave. OK. Mon Dieu, vous avez le choix. Je peux vous parler de Subway, de Anthony Bourdain ou de Mattel.
Mattel. Parce que là, tu sais, Subway, ça fait comme Jared, c'est louche. Sinon, Suicide. Sinon, ben, She-Ra, vas-y. C'est mauvais, des Subway. Ouais, je suis d'accord. Mais vous allez être content d'apprendre que Subway va discontinuer ses $5 footlong. C'est tout. Ah non, pour 12 vrai? pouces, Ouais. 5$. OK. C'est exactement ce que je m'achète. Ouais, c'est ça. Arc. Mais bon, ils vont peut-être remplacer ça par des hamburgers. Ils ont-ils été achetés par Burger King? Je comme... sais pas, who cares, c'est dégueulasse, Subway, anyway. Là. Mattel se lance dans le film. Ils ont créé une division Mattel Films pour, j'imagine, faire des pubs d'1 heure et demie sur leurs jouets. Parce qu'ils en ont bien besoin. La compagnie va très, très pas bien. Ils ont mis à porte 22% de leur workforce. Holy shit, ça, c'est beaucoup de personnes Ils qui ont ont perdu leur fermé job. toutes leurs usines au Mexique. Je savais pas que les Barbies s'étaient faites au Mexique. Moi non plus. Puis, dans le fond, ils ont déjà plein de films direct to DVD, direct to video. Ils ont fait quand même 36 films de Barbie. Oui, en animation, de synthèse. Vraiment dégueulasse. De base, oui, très, très, très de base. Puis, c'est ça, fait qu'ils tâtent le terrain, fait qu'on va peut-être voir des feature films plus sérieux de justement Barbie, de He-Man, puis de toutes ces affaires-là. Parce que si on avait encore besoin de se faire vendre des jouets... En plus, les magasins de jouets ferment. Ouais, non, c'est ça, fait que, en tout cas, ça le doit marché être relié, est en là. pleine Ben, le monde changement. achète plus de jouets, puis écoute la TV, c'est assez simple. She-Ra, as-tu un lien avec ça? Ouais, non. Ben, on peut parler de Oui, le trailer du qui est sorti. trailer que je t'ai envoyé tantôt, Ouais, qui est ouais, très, ouais. très beau. Très beau, très beau. Puis, non, mais ça me faisait rire parce que, tu sais, je repensais à quand, tu sais, il y a eu une image et demie qui est sortie, puis l'Internet a explosé. Ça a manqué être la fin de l'humanité. Ah ouais, des gens qui chialent sur Internet. Puis, je repensais à ça, puis je me disais, c'est super beau ce qui est sorti. Ouais, là, un petit côté japonais, mais, puis tu sais, c'est vide, cette série-là, à base. He-Man, ça, c'est un jouet à base, fait que tout le monde pourrait faire une histoire avec ça, puis ça ressemblerait pas à ni un ni l'autre, parce que c'était un canevas vide. Ouais. Et, c'est un cartoon pour les jouets. Puis là, beaucoup d'hommes enragés qui chialent, genre, vous allez... Non. Oh, non, vraiment. Non. J'ai manqué à argumenter là-dessus. Oui, je te jure. Et j'étais là, je dis, qu'est-ce qu'ils sont épais, esti? C'est comme le pire dessin animé qui a jamais existé. C'est tellement mauvais, ça. Ouais. Mais c'est drôle à écouter à ça, parce que ça n'a aucun sens. Puis je dis... Qu'est-ce que... Ah, OK, ils sont fâchés que ça va être bon, cette fois-ci? Non, ils sont fâchés qu'ils vont pas pouvoir se branler en écoutant un dessin animé qui est destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Il n'y a pas de chance que ça soit ça. Parce que le design, tu sais, est très, très peu sexualisé. Elle a des petites shorts. Oui, en puis elle dessous a de sa l'air jupe. d'avoir 11 ans au lieu d'avoir C'est ça, tu sais, 25 fait que, tu sais, elle a pas de forme ou presque. C'est vraiment un design contemporain. Fait que les gens mettaient sur le dos de « Oh, t'es pas beau, l'animation est pas belle », même si j'avais eu 0 frame d'animation qui était sorti. Oui. Mais, tu sais, je pense que les gens qui sont très, très vocales là-dessus, c'est des gens qui... C'est ça, peuvent pas fantasmer sur un personnage des années 80. Ben, puis tu sais, il signalait que ça allait être très... puis on le voyait, là, que ça allait être très girl power. Puis ben oui, c'est bien correct. Puis il là, faut, t'sais. sinon, il n'y a aucune raison de ramener de quoi d'aussi niaiseux. Là. Ouais. Puis on s'entend, là, les dessins animés, l'industrie a beaucoup changé depuis. Là, je me souviens, il y avait eu la même réaction par rapport à... C'est quoi l'espèce de dessin animé avec des chats, là? C'est Thundercats. Thundercats, exactement, parce qu'on est allé vers une nouvelle direction artistique qui était les premières séries ressemblaient beaucoup. Mais il y a eu un très bon remake de Thundercats il y a pas full longtemps. Oui, c'est ça, oui. Puis que c'était un style comme c'était plus, je veux pas dire gars, mais c'était très action, plus dans le style mettons du nouveau Voltron, c'est un mix entre animation japonaise puis design très américain. C'était full bon, c'était super dynamique, cette série-là a existé. Puis là, ils vont faire un remake de Thundercats qui est beaucoup plus cartoon. Mm-hmm. Puis il y a une frange de gens sur Twitter en animation qui bâchent sur ce qu'ils appellent le style CalArts. Qui est le petit style cute, là, un peu? Le petit style cute, parce que CalArts, c'est une grosse école d'animation en Californie. C'est l'équivalent de genre des Gobelins en France, puis de Sheridan ici. C'est vraiment une référence. C'est une grosse école. C'est une grosse école. Puis il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, c'est le style CalArts pour nommer genre Adventure Time, puis ces affaires-là, tu sais. » Tandis que c'est vraiment juste la paresse là, intellectuelle de dire ça, tu sais, de mettre un style que t'aimes pas en boîte avec toutes les autres, tu sais.
C'est comme je te disais, les mangas, j'aime pas ça, ils ont tous des gros yeux. C'est ça. Ouais. C'est vrai, T'sais, au lieu de dire que t'aimes pas ça, tu sais. Moi, j'aime ça que le monde n'aime pas ça quand ils l'ont pas vu encore. Ouais, ça me fait capoter. Ouais. T'avais-tu autre chose? Ou tu ouais, ben si je peux continuer notre raid sur l'animation, apparemment, Apple va se lancer dans un service de vidéo aussi. À la Netflix? Oui, j'imagine. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Moi, j'ai appris ça un peu tantôt, là. En fait, j'ai appris ça en sachant que il avait acheté les droits pour un film qui s'appelle The Wolf Walker. OK. C'est un film d'animation que les premières images sont sorties il y a à peu près 1 an. C'est du réalisateur Tom Moore qui a réalisé les super beaux films Secret of Kells puis Song of the Sea. C'est vraiment des chefs-d'œuvre incroyables. Il n'y a rien d'autre qui s'est fait comme ça. C'est vraiment magnifique. À ne pas confondre avec The Secret of Kells, The Church for the Taste. Ça, c'est une autre affaire. Non, ça, je ne sais pas c'est quoi. Du kale, c'est de la bouffe. Ah oui. Excuse-moi. Mais c'est ça, c'est une joke de papa. C'est un réalisateur. Non, je l'ai pas aimé. Merci. C'est un réalisateur qui a fait des films très ancrés dans l'imagerie des pays d'Europe comme l'Irlande puis tout. Des gravures. Des gravures. Book of Kells, c'est un livre sur l'enluminure. Mais comme, c'est tellement beau. Fait que son dernier film s'appelle Wolf Walker et Apple vient d'acquérir les droits, j'imagine, peut-être pour aller lancer son service de vidéo. Puis eux autres, ils ont les moyens de se payer des droits de... si vous voulez acheter ton arme, ils pourraient probablement. Oui, là. Ouais. Au pire, ils vont la copier, puis ça va être fait. Là. Ouais, non, ils l'ont déjà. Ouais, ils ont toutes mes informations. Puis j'ai une dernière petite nouvelle très, très rapide pour le monde de l'animation. Pour dire que la série Adventure Time s'est terminée le 4 septembre. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment un gros milestone pour l'animation, pour Cartoon Network. Puis ça a mis sur la map des dessins animés et des séries franchement extraordinaires. Là. Ça a vraiment laissé une empreinte. Puis moi, je suis en train de les rattraper. J'aimais vraiment beaucoup ça quand c'est sorti. J'en ai écouté vraiment une traînée. Puis là, après ça, j'ai comme arrêté. Puis là, pour me rattraper pour la finale de saison, je me suis retapé comme la saison 7, 8, 9 en quelque chose comme 4 jours. Il y en a combien de saisons? Il y a 10 saisons. Ça se finit après 10 saisons. Wow. Je pense que ça se finit par un gros spécial. Puis c'est hallucinant. Là. Ça fait déjà 10 ans que ça existe, Adventure Time. Wow. Puis ça a vraiment mis sur la map un genre de lore très particulier. C'est un peu David Lynchien par bout. Des fois, tu as des moments de grosses remises en question, un peu quasiment de malaise, tu sais, t'as des images que t'es comme « Oh shit, c'est vraiment fucked up », tu sais. Ça mélange science-fiction puis fantastique vraiment à merveille. Puis s'il y a des gens qui avaient peur de se lancer là-dedans, sachant pas quand la série se terminait, ben là, il finit. Puis j'encourage vraiment tout le monde à écouter ça du début à la fin. C'est vraiment très, très bon. Puis c'est juste des 10 minutes. Ah, c'est pas super. Fait que ça s'écoute vraiment, vraiment rapidement. Puis il y a des arcs narratifs qui reviennent, il y a des gros rebondissements. C'est pas juste du gna-gna, tu sais. C'est vraiment plus profond que ça en a l'air. Puis, rest in peace, Adventure Time. Ça a vraiment laissé une grosse marque. Une bonne run. 10 ans d'animation, c'est beaucoup. Là, à part les Simpsons puis Family Guy, il n'y a pas grand monde qui ont... mais il y a de South Park aussi. Ouais. Ben, merci, Cam. Ça me fait plaisir. Simon. J'ai pas trouvé tant de nouvelles qui me titillaient le cerveau. Donc, je me suis dit, je vais vous parler des films que j'ai regardés dans les 2 dernières semaines, parce que j'étais pas là la semaine passée. Beaucoup de films qui sont de l'horreur un peu, parce que, tu sais, c'est l'Halloween. Et d'ailleurs, tantôt, je mentionnais Dario Argento, mais j'ai regardé son grand classique, Suspiria, de 77, qui va avoir un remake bientôt. Tu te préparais pour le remake? Oui et non. En fait, je trouvais que ça manquait un peu à ma culture de ne pas l'avoir vu. C'est considéré comme son meilleur. Et moi, c'est ça. Moi, je n'ai juste vu 2 avec celui-là. Non, ça, c'est mon 3e. Okay. J'ai vu Deep Red, que je parlais tantôt, puis Ténèbres, qui sont plus... comment je pourrais dire? C'est moins imagé comme film. Il y a beaucoup de style dans ces films, mais comparativement à Suspiria, ça, c'est vraiment éclaté. Il y a beaucoup de jeux de couleurs dans le film. Puis encore là, c'est beaucoup de style avant la substance. Encore la musique de Goblin qui est là. Mais l'affaire, c'est que je vais conseiller 2 choses. Okay? Premièrement,
Je sais que ça va être moins beau visuellement, mais je dirais écoutez-le en VHS. Ouais, tu l'écoutais en VHS. Ouais, j'écoutais en VHS parce que ça rajoutait un côté très creepy à la chose. Puis ça m'a fait apprécier le film encore plus. Mais aussi, deuxième conseil, ne l'écoutez pas le matin. Parce que je l'ai écouté le matin. C'était comme... moins d'impact. Ouais, un petit peu moins. Écoutez-le vraiment tard le soir, là, dans le noir, là, ça vaut la peine. Mais puis je savais pas que c'était un film sur des sorcières. Ouais, c'est ça. Puis j'étais comme content parce que j'en avais aucune idée. Puis c'était bon. C'est ça. Mais je veux pas trop rentrer dans les détails. Là. J'ai aussi regardé le premier Abominable Lutin. Ah oui, de la fameuse franchise. Leprechaun, il y en a 8. Il y en a 8? Ouais. Il y a le 2 et le 3, le 4 dans l'espace, le 5 et le 6 dans le hood. 2 dans le hood. Ouais, c'est ça. Le 5, c'est In the Hood et le 6, c'est Back to the Hood. Et il y a eu... Il y a eu aussi un qui s'appelle Leprechaun Origins, qui est sorti en 2014. C'est un prequel? Je pense que oui. Et il y a Leprechaun Return qui va sortir l'année prochaine. Mais disons que les 6 premiers sont considérés comme une série. Parce que c'est tout avec le même acteur qui est Warwick Davis qui jouait Willow entre autres. Ah oui, c'est vrai. Et un des Ewoks là. Est-ce que tu sais il faisait Wicket. Ah c'est ça, ouais, merci. Et celui-là pourquoi c'est ça? Ça sert à quoi qu'on sache ça? Il faisait 50 Cent. C'est à cause Wicket ressemble à 50 Cent. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Il y a les mêmes dents. Puis lui aussi, il porte un pendentif autour du cou. And the Club. C'est ça. J'avoue. In the Hood. Wicket, 50 Cent, même combat. Ouais. Mais celui-là, il est aussi avec Jennifer Aniston, Pray Friends. Ah oui, c'est vrai, c'est son premier film. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment plate. Ah oui, pour vrai? J'étais étonné parce que je me suis dit, s'il y en a eu comme 6, je me suis dit, souvent ces séries-là, c'est comme le premier est bon, puis après c'est un peu n'importe quoi. Ça se dépérit. Puis là, j'ai l'impression que c'est comme peut-être le contraire. Parce que j'ai déjà vu celui dans l'espace, mais là, quand je vais tout réécouter les films, je vais le revoir, puis je vais comprendre dans sa mythologie. Mais c'était niaiseux, mais c'était le fun. Puis là, le premier, il est juste plate. Puis on dirait que le ton du film, c'est pas si c'est un film pour enfants ou un film d'horreur. Ouais, ok, c'est même pas épeurant. Non, c'est ça, parce que tu le vois, puis tu fais « il est drôle, c'est un farfadet, puis je veux mon or, donnez-moi mon or. » Je l'écoute en français. Et c'est Bernard Fortin qui fait sa voix. Insupportable. Fait que, tu sais, déjà là... Il est très bon, mais... Ah, wow. Non, Bernard Fortin, il est bien cool, mais pour ça, c'était un peu étrange. C'est mieux que ce soit lui que Marc Labrèche pour ce personnage-là. Tu sais, t'entends la voix de Krusty. Mais c'est ça, il est juste gossant, tu sais, il est pas épeurant. Puis il y a pas ben de mort, puis il se passe pas grand-chose. Fait que c'est un peu décevant. J'ai hâte de voir les autres. Sinon, je vais parler d'un film qui s'appelle Empire of the Dark, film de 90, qui est une série B sans prétention d'un gars avec une moustache qui combat des démons avec une épée. C'est vraiment bon. Hein? Ouais, c'est ça, on l'a écouté vendredi. Ouais, en tout cas, tu nommes des choses que j'aime Ouais, beaucoup. moi aussi, je suis comme check. C'est surprenant. C'est vraiment charmant. Y a-t-il un C'est pad? le terme. Attends, je vais le noter. Je pense que je vais l'écouter. Non, il n'y a pas de pad. Non, excuse-moi. Il est un petit peu bedonnant. Ah oui, mais c'est bon, ça. Le gars, il s'appelle Steve Barkett. Il a fait comme 2 films. Celui d'avant est plutôt glauque. C'est un film post-apo avec Sid Haig qui viole du monde. Là, puis, c'est pas agréable. Mais là, c'est ça. Là, il a fait celui-là. Puis c'est ça. Il réalise, il produit, il écrit, il monte. Oh, ouais. C'est lui qui joue dedans aussi. Oui, il joue dedans. Il y en a beaucoup des gars de même. Hein, oui. Mais contrairement aux autres, il y a comme un fun dans ce film-là. Puis il y a des vieilles techniques, puis des vieilles maquettes ou des effets de profondeur. Okay. Puis c'est inventif pour quelqu'un qui a aucun budget. C'est très surprenant. Les maquettes, c'est ça, pendant l'écoute. C'est quoi, c'est sorti en quelle année déjà? 90. 90, puis je disais à Simon, on dirait que c'est des vieilles techniques des années 70. Ouais, il y a avec un feel 70. Des perspectives forcées pour que ça a l'air plus grand, puis la fucking shot du pont au-dessus d'un espèce de pit de lave qui arrête pas de passer. Tu sais, ça fait très Indiana Jones en même temps, mais tu sais que c'est une maquette, mais c'est super charmant. Fait qu'au début, tu ris parce que c'est laid aussi, on s'entend, mais on dirait que le film a tellement down que tu peux pas faire autrement que finir par apprécier ta ride. À la fin, là,
c'est un génocide. Là. Le gars, il tue des cultistes, ça a comme pas rapport. Ouais, c'est vraiment le fun. Mais l'histoire, en gros, c'est ça. C'est genre sa femme qui se fait sacrifier dans un pit d'enfer par un genre de prêtre qui veut summoner un démon. Le démon qu'on voit. Ça ressemble au démon dans Diablo. Ouais, c'est ça. Nice. Puis c'est ça. Il réussit à sauver l'enfant qu'elle a plutôt que elle. Fait que là, l'enfant, il survit. Puis là, il veut retrouver son père qui l'a sauvé. Puis là, les deux se battent contre des démons avec des coups d'épée. Ouais. C'est vraiment le fun. Sinon, moins le fun, un film qui s'appelle Crocodile 1990. En anglais, c'est Killer Crocodile. C'est un film italien. C'est la seule façon j'ai trouvé de décrire ce film-là, c'est mélange un film de crocodile radioactif qui mange des gens avec de la slow TV. De gens qui sont en bateau sur l'eau. Rappelle donc, c'est quoi la slow TV? Il n'y a rien qui se passe, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'on la slow TV, ça vient de, je pense, la Norvège. Puis c'est genre, il y a une caméra sur un train, puis là, on suit le 7 heures de train. Okay, et ça a beaucoup d'auditeurs, ce genre de choses-là. Ouais, parce que c'est live. Puis il y avait un des programmes de Slow TV, c'était un bateau qui suivait la côte de, je pense, la Norvège ou la Finlande, je me souviens plus, ma géographie est un peu loin. Mais c'est ça, tu avais des caméras sur le bateau qui suivaient tranquillement, puis là, plus l'émission avance, qui durait à peu près comme 3-4 jours, sans arrêt, ben tu sais, t'as des bateaux qui longeaient le gros bateau, puis qui faisaient des babayes, puis t'avais des gens sur le bord du quai qui attendaient le bateau, puis c'était quand même comme un phénomène de société. Là, mais là-dedans, c'est comme une façon plus de dire qu'il se passe pas grand-chose. Parce qu'ils savent pas quoi mettre. Il y a personne qui passe en bateau. Il aurait dû mettre la caméra sur le crocodile, ça aurait été bien plus cool. Ils ont essayé par bout. Oui, c'est vrai. Ils essayent fort dans ce film. Une GoPro, c'est un alligator. Oui, mais ça existait pas encore à l'époque, malheureusement. L'alligator qui est vraiment laid. C'est vraiment du Jaws Exploitation. Il y a un genre de Queen là, avec qui est le vieux chasseur là, qui sait comment s'en prendre. Même le contre le crocodile. Le thème musical, là, c'est très Jaws. On dirait qu'il enlève une note pour. OK, si on est à une note de se faire actionner, on l'enlève, on est correct. Ouais, fait que. Puis pour quelque chose qui s'appelait Crocodile 1990, je m'attendais à, qu'il y ait. En fait, je pensais que c'était un plus vieux 90 puis qu'il allait avoir de quoi de futuriste, puis pas du tout. Non, c'est juste. Ça a été fait en 89, puis ils ont décidé d'appeler ça 90. Et je pense que je vais me le garder pour la semaine d'après. Ouais. Ok, j'ai regardé les 4 As des As et je vais vous résumer ça. Ok, on va garder ça pour la semaine prochaine. Moi, j'ai des petites nouvelles rapidos. On a un auditeur d'ailleurs qui m'a écrit pour me demander si on en allait en parler. Et ben, je te confirme que oui, parce que je suis en train d'en parler en ce moment. L'année passée, il y a Netflix qui avait annoncé qu'on allait adapter la série populaire de romans de The Witcher, écrit par, écrit si le nom parfait lui pour moi, Andrzej Sapkowski. C'est adapté par CD Projekt Red en jeu vidéo, qui a fait une franchise qui a vraiment rapporté beaucoup de succès critique et populaire. Et là, c'était Variety cette semaine qui annonçait qui allait jouer le fameux Geralt of Rivia, j'essaie de me souvenir du nom. C'est Henry Cavill qui retourne à la télévision après les Tudors, après plusieurs années. Donc, il va jouer dans la mini-série de Netflix. On nous a spécifié la première fois qu'on avait lancé la nouvelle que c'est une adaptation des livres et non du jeu vidéo, parce que les jeux vidéo est une interprétation des livres, donc le look peut changer, tout ça. On n'a pas de mots par rapport à à quoi ça va ressembler. On n'a aucun détail au niveau conceptuel, la direction artistique, mais on a spécifié que c'est adapté des romans et non du jeu vidéo. J'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une subtile inspiration quand même. Ce qui est le fun, c'est la quantité de personnes bourrées de talent qui vont superviser la production. Là, j'ai pas tous les noms, mais je vais vous donner une idée globale. Là. Il y a des gens qui proviennent de Daredevil, de Defenders, de Game of Thrones, de Utopia et de Outlander, qui est une série populaire aussi. C'est tous ceux-là qui ont perdu leur job sur ces shows-là. Ben, qui ont fait au moins une saison pour pas se brûler. C'est des anciens showrunners, producteurs exécutifs, mais c'est quand même une belle brochette de personnes qui vont travailler sur l'adaptation de The Witcher et qui va sortir éventuellement. On n'a pas encore
de détails. Puis sinon, juste avant de peut-être passer à Cap, j'imagine que tu avais encore des trucs. Une petite dernière. Je vais vous rappeler qu'à l'épisode 367, le 30 juin 2014, je l'ai noté ici, on avait parlé de la série de Superior Spider-Man à l'émission de Dan Slott, un gars qui a écrit Spider-Man pendant plus de 6 ans, si c'est pas 6-8 ans. Là. Il a vraiment écrit ça pendant très, 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 très longtemps. Et il y a une run dans sa run qui s'appelait The Superior Spider-Man où Dr. Octopus prenait le contrôle de Peter Parker. Moi, j'avais bien apprécié cette franchise-là parce que cette run-là, il devenait Spider-Man. Il devenait Spider-Man, puis c'était Dr. Octavius qui était super imbu de lui-même, narcissique as fuck, mais il essayait d'être un meilleur Spider-Man, un superior Spider-Man. Puis dans les moments où il était Peter Parker, il y avait un tablier de scientifique fou avec les goggles sur la tête. Là. Puis c'était over the top, mais c'était vraiment, vraiment le fun. Puis j'ai continué à lire la run de Dan Slott après que Peter Parker soit redevenu Peter Parker. Et ils ont trouvé une manière de ramener Dr. Octopus en Superior Spider-Man. C'est vraiment le fun. La manière qu'ils l'ont fait, là, c'est très comic book, mais c'est le fun. C'est vraiment... Moi, j'ai vraiment eu du fun. Là, on le retrouve à un moment donné. Et le personnage est encore là, dans l'univers de Marvel. Dr. Octavius, Dr. Octopus, est encore le Superior Spider-Man dans un corps qui est un mix entre un clone de Peter Parker puis Dr. Octavius. C'est fucké. Et là, il va redevenir le Superior Spider-Man. Moi, dans Avengers, je veux Dr. Octopus. Là, ils savent que c'est lui, malheureusement. Ah oui, tu veux dire à la télé? Dans les films, ça serait vraiment cool. C'est lui qui réussit à battre Thanos. Ça serait en tabarnak. La série va être écrite par Christos Cage, qui est un bon auteur, et Mike Antrone, qui est au dessin. Et ce qui est le fun, c'est que Cage a signé un contrat d'exclusivité avec Marvel depuis quelques temps, et il va travailler comme en exclusivité sur cette série-là. Ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que Dr. Octavius va avoir une identité qui est propre, une identité secrète, un gars qui s'appelle Elliot Tolliver, qui travaille pour une université à San Francisco, donc ça va être la ville où on s'imagine que le Superior Spider-Man va protéger. Et ça va sortir au mois de décembre prochain, donc de 2018. C'est drôle parce que quand on avait annoncé à l'époque la sortie de Superior Spider-Man, Dan Slott avait reçu full de death threats. Tu sais, quand je te parlais du monde sur Internet, là, ça, c'est un genre de choses qu'il avait reçu. Et après, les gens avaient apprécié au bout le personnage, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est de retour dans sa propre série. Ouais, mais que ça m'arrive. Des death threats? Ouais. Et boy, non. Je sais que dans Spider-Man, présentement aussi, Parker et Spider-Man sont séparés. Ah, tu vois, je savais même pas. Ils ont séparé le power et la responsibility. Wow! Donc, tu as Spider-Man qui est là, qui est un petit peu, tu sais, qui n'a pas le sens de la responsabilité, fait qui est un peu, pas violent, mais raide, mettons. C'est deux identités physiques. Ouais, c'est ça. Puis tu as Spider-Man qui, t'as Peter Parker qui peut juste être Peter Parker. Ah. Bon. Ouais. Mais j'attends mon trade, anyway. Je l'ai su en trade, cette série-là. Fait que... Je sais pas, j'ai appris ça aujourd'hui. J'ai fait ok. Ouais, mais j'aime bien ce qu'ils font avec Spider-Man depuis un certain temps. Moi, je voudrais voir Oncle Ben en Spider-Man. Il l'a dans Spider-Verse. Peu importe c'est quoi que tu penses, c'est long. Je pensais vraiment. Moi, j'ai vraiment hâte de jouer au jeu de Spider-Man sur PlayStation 4 parce que tu peux débloquer une shitload de costumes, dont certains qui sont tirés de la run de Dan Slott. Et Dan Slott en a créé presque un à chaque 2 semaines là, dans sa run. Là, c'était assez hallucinant. Mais j'ai bien hâte de pouvoir jouer à ça grâce... juste dans la bande-annonce, je l'ai vu. Ah, ok, ça, c'est tel costume de tel costume. Puis... Est-ce que tu as vu passer le Easter egg le plus triste de l'univers? Oui. Non. Par rapport à quoi? À Spider-Man? Par rapport au jeu. Ok, spoilers pour les gens à la maison. Oh non, c'est pas de spoiler. Okay. Non, vraiment pas. Là. Long story short, il y a un gars qui avait demandé sur Twitter à l'équipe de développement du jeu de faire d'intégrer dans le jeu une demande de mariage pour sa blonde. Oh! Parce que c'était un grand fan de Spider-Man. Fait qu'ils ont fait une marquise sur un cinéma avec la demande en mariage. Puis ils ont cassé avant. Oh non! Cassé avec le jeu, ça. Oh non! Le gars, il a été quand même philosophe avec ça. Il a fait un vidéo YouTube racontant un peu, puis qui était super content que ça... Il a décidé de... En fait, il a demandé à l'équipe de changer l'aventure de la marquise pour faire un genre d'hommage à son grand-père décédé qu'il aimait beaucoup. Fait c'est un peu... c'est bittersweet, mais c'est comme... Son grand-père, il est mort. Il était déjà mort, mais je comprends. Son grand-père a sauvé la situation. Ouais. Nice. Ils sont peut-être plus ensemble à cause du grand-père. Peut-être à cause du grand-père. On le saura jamais. Toi, qu'est-ce que tu avais, Cab, dans tes trucs? Ben, il me semble qu'on a... Je pense qu'au show, vous aviez mentionné le décès d'Anthony Bourdain, justement. Oui, rapidement. Mais j'étais pas là, c'était durant les semaines que j'étais à Fantasia. Ben, c'est
pour les gens qui ne savent pas, c'est un chef puis un TV host à CNN qui a fait une émission qui s'appelle Destination Unknown. Je pense que oui. Il en a fait plusieurs. Ça, c'en est une qui est sur Netflix. C'est malheureusement suicidé cet été. Puis samedi, c'était les Creative Arts Emmy Awards qui récompensent le côté technique puis artistique des émissions qui est pas dans le gala. Puis il s'est vu remettre, Anthony Bourdain, 6 Emmy à titre posthume, dont 2 directement à lui, pas au choix en général, mais à lui, qui étaient les Outstanding Writing pour Non-Fiction et Outstanding Information Program Series. Puis c'est quand même cool parce qu'il avait été en nomination 8 fois pour le Outstanding Writing. Puis là, il gagne, tu sais. Puis je trouve que c'est quand même c'est une belle pensée. Ben, c'est pas une pensée, mais c'est un beau geste Bien sûr. Du TV Academy. Puis moi, je suis en train de m'y taper, là, le show d'Anthony Bourdain. Puis je pense que pour la culture générale, générale de n'importe qui, là, c'est loin d'être juste un show de cuisine. C'est ce que les gens disent. C'est d'un bon show de Netflix. C'est un bon show de culture générale parce qu'il va visiter des endroits que t'aurais pas idée d'aller visiter. Puis à chaque émission, il y a un style de réalisation qui reflète un peu le lieu qu'il va visiter. Puis il se saoule tout le temps. Ouais, Ah, puis bon, il y a peut-être une raison derrière ça. Il mange beaucoup de street meat, puis il boit, puis il a l'air... C'est pas des mots que j'aime entendre. Street meat, là, c'est jamais signe. Il est content de manger du street meat, là. C'est dans ça qu'il va voir Martin oui, Picard? Okay, le 6e épisode se passe au Québec et on a l'air d'une gang de gros cochons, là. Yes. C'est le seul épisode où ce que tu vois que son foie est en train de flancher, tu sais, il est comme, ouf, non, les Québécois, vous êtes trop intenses, ouais. Wow. Fait que, ben c'est ça. OK. Toi, Simon, il te restait un truc? Oui. La dernière fois, j'en ai parlé. Ça fait un bout. Je peux vous résumer la 3e saison de Scoop. Ouais. OK. La dernière fois, Stéphanie, ma chère Grenon, était kidnappée. Et là, finalement, ils l'ont retrouvée. Ils l'ont sortie de là. Elle est bien traumatisée. Puis là, elle roche. Mais finalement, elle retourne travailler. Puis tout va bien. Il y a aussi son père, le riche, qui décide de venger sa fille de façon, tu sais, comme un homme. De pouvoir peut le faire. Oui, c'est ça. Parce que la raison pourquoi elle s'est fait kidnapper, c'est qu'il y a le journal compétiteur qui a mis sa photo sur la couverture en disant « Fille de riche, blablabla ». Fait que là, il a décidé « Ah, je vais m'en reprendre au propriétaire du journal ». Fait que là, il réussit à acheter sa compagnie et à le crisser dehors puis à avoir tout le pouvoir. Wow. Fait que c'est ça. Sinon, il y a Dumoulin, le grand reporter, qui est en panne d'inspiration. Il ne fait plus de grands reportages parce qu'il est en amour et il n'arrête pas de fourrer avec Sophie Lorrain. Fait que il est comme plus là. OK. Mais il y a sa fille, Alex, qui sort avec Michel Rivard. Qui a fait la prison parce qu'il a tué sa blonde. Oui, je l'ai vu. Car il est tout simplement jaloux. Moi, je vois juste les acteurs. Tu sais, j'arrive même pas à voir les personnages. Quand tu racontes ça, c'est comme... il y a des affaires qui se passent dans le Star System, puis je suis perturbée, là. Moi, je tiens à spécifier que Simon ne regarde aucunement ses notes en ce moment pendant qu'il nous raconte ça. Ouais. C'est ça. Puis, ce qui arrive avec Michel Rivard, en fait, c'est qu'il devient un peu obsédé par Alex et il arrête pas d'être après puis de l'harceler pour que mais c'est parce que je t'aime, je veux passer du temps avec toi, puis là il est comme gossé. Puis là il y a Léon, Francine Ruel, qui dit hey, dégage toi, blablabla. Fait que là il aime pas Léon, tu sais. Puis là il y a une scène où Léon, qui est enceinte, arrive au travail et là l'ascenseur marche pas, fait qu'elle décide de monter les escaliers. Puis elle perd son bébé. Ben Michel Rivard arrive dans les escaliers, puis là elle fait puis là elle déboule les escaliers. Mais c'est même pas de sa faute en plus. Non, c'est ça. Il descendait vite les marches et tout. Ouais. Je l'ai déjà vu live quand il passait à la télé quand j'étais jeune. Moi, j'ai vu live ce qui se passe après ça. Parce que je sais ce qui se passe après ça. Ah oui? Oui. Ben c'est ça, c'est que juste pour vous rassurer, elle ne perd pas le bébé. Il est correct. Et juste un peu magané. Mais Michel Rivard, lui, après qu'elle ait déboulé, il passe par-dessus puis il s'en va. Et là, il décide d'aller chez Alex, de s'enduire de parfum et de se suicider dans son lit.
Donc, Alex capote. C'est ça. Sinon... Spoil. 25 ans plus tard. Et sinon, il y a Michel, qui est Roy Dupuis. Lui, il fait un reportage sur des mineurs qui sont poignés dans une mine à Thetford Mines. Puis là, il décide de descendre par ses propres moyens pour essayer de communiquer avec eux. C'est pas avec la voix de Roy Dupuis qu'il va réussir à... Êtes-vous là, les gars? Non, il fait du code morse, en fait. Mais évidemment... Sacré au vieux. Évidemment, il y a des roches qui tombent, puis là, lui aussi, il est pogné à son tour dans la mine. C'est des roches en styrofoam? Ouais. Puis là, Stéphanie arrive sur les lieux en pleurs. Qu'est-ce qu'il y a avec Michel? Pourquoi? Puis là, finalement, il réussit à sortir. On sait pas trop comment. Stéphanie et Michel. Ouais. C'était les mêmes noms que les frères et sœurs dans Watatata. Exactement. C'est ça. Les couillards. Les couillards. Mais là, ce qui arrive, c'est ça. C'est que Michel sort, puis là, Stéphanie est vraiment triste, mais contente parce qu'il est vivant, mais elle est à genoux avec lui, puis il pleure. Puis là, il y a un policier qui arrive, puis qui dit que son père a eu un accident d'hélicoptère. Tabarnak, ils ont des grosses semaines, eux Et autres. là, c'est comme tabarnak, lâchez-la. Elle a été kidnappée, elle a failli perdre son chum, puis là, son père. Fait que là, la saison finit là, et j'ai commencé la 4 hier. Il y a une 4. Okay. Fait que c'est ça. Il est arrivé avec Michel Barrette. Oui, Michel Barrette, il a retrouvé la mémoire, parce qu'il l'avait perdu. Qu'est-ce qui arrive avec Tintin? Tintin, dans la fin de la 3, pas grand-chose, mais il arrive de quoi de vraiment frustrant au début de la première. Parce que Tintin, il est avec Gabriella, qui est une Tintin, c'est Martin de Rainville. C'est Martin de Rainville. Gabriella, c'est Charlotte Laurier. C'est le seul personnage de Scoob que je connais. Et c'est ça, le couple, en fait, était séparé parce qu'elle a travaillé à Ottawa, parce que c'est une correspondante politique. Et lui, il a écrit les chroniques de sport. Puis là, ils sont dans le premier épisode de la saison 4, la nouvelle éditrice de l'Express, l'autre journal, c'est Léon, et elle dit à Gabriella, maintenant tu peux venir à Montréal. Puis là, ils sont tout contents. Puis là, elle dit à Tintin, je vais juste aller chercher mon stock à mon bureau à Ottawa, puis je reviens. Puis l'épisode finit qu'elle a un accident mortel de char. Puis là, Tintin, il est comme triste. Puis là, c'est comme... Il n'y a aucune raison pourquoi ça arrive, à part pour que Tintin soit triste une partie de la saison. Oh, il y en avait déjà tellement ses épaules pour ça. Non, mais c'est le même concept du Woman in Refrigerator. Ouais, dans les comic books où on tue le personnage principal féminin. Pour rendre le gars triste. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu ça. Sauf que c'est Tintin. Il y a Carl Rayner, le Green Lantern. Qui est à l'origine de ça. Ouais, parce que c'est arrivé je sais pas combien de fois à Carl Rayner. Ça n'a comme pas rapport. Ouais. Il a perdu sa femme, sa littéralement mère. stuffé dans un... Il y a vraiment, c'est vrai, une de ces... Puis c'était un moment très graphique. Ils mettent la tête comme à l'étage du bas. Là. C'est vraiment bizarre. Non, c'est vraiment nasty. Ouais. C'était Ouais. Okay. Il y a personne qui s'est manifesté pour que je fasse une bifurcation sur Scoop. Fait que je vais le faire dans le vrai jeu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut que tu fasses. Peut-être que tu pourrais faire ça avec, je sais pas, quelqu'un qui trippe ce genre de télésérie-là. Genre... par exemple, tu sais, là, les auditeurs qui sont dans la vingtaine, là, ils doivent tellement trouver ça plate. Là. Ils doivent rien comprendre. On est vieux. Pas de culture, là. Allez donc vous renseigner sur Scoop. La culture inutile. Oui, celle-là. Là. C'est un show de pas mal de culture inutile, je te dis. Je peux arrêter de faire le show. Non, je voulais pas t'insulter. Moi, j'ai du fun. Je connais ça. Okay. Moi, je me suis même censuré. Je voulais en dire plus. Moi, deux petites nouvelles avant de prendre une pause puis qu'on parle de votre bande dessinée. Je vais vous rappeler... En fait, non, ça, c'est le fun. Il y a un documentaire sur Alien qui va sortir en 2019. C'est le réalisateur Alexandre O'Philippe. Je pense que c'est un Français parce que la compagnie de production est française qui a réalisé le documentaire sur Hitchcock 7852 Hitchcock Shower Scene, qui est un documentaire sur la création de la fameuse scène dans Psycho. Donc, il va sortir un film l'année prochaine, début 2019, qui s'appelle Memory Origins of Alien, pour souligner en même temps, ça va coïncider sensiblement avec la sortie de la 40e anniversaire de Alien de Ridley Scott. Ce qui est le fun, c'est que presque tout a été dit sur Alien, mais on n'a pas beaucoup parlé du premier auteur, du premier scénario, la première version du scénario qui s'appelait le gars Dan O'Bannon, qui a écrit un film qui s'appelait Memory, qui est devenu Star Beast, qui est finalement devenu Alien. Puis on connaît pas beaucoup son apport parce que le gars s'est ostiné éventuellement avec les producteurs puis a été tassé du projet avant que son scénario soit retravaillé beaucoup. Donc, on va en apprendre beaucoup plus parce que c'est basé sur ses archives à lui, des notes à lui, et aussi des notes et des archives sorties de des œuvres de H.R. Giger, qui a créé la fameuse créature d'Alien, le Xénomorphe. Donc ça sort en 2019. Sinon, ce jeudi,
je sors un bifurcation pour les gens qui sont membres de notre Patreon et l'entrevue est avec un type qu'on a rencontré cette année à Gatineau. C'est un des gars qui est derrière Transistor Média, derrière le festival Transistor de balado de radio numérique. Donc le 14 mai dernier, c'est l'épisode 547 pour les gens qui s'intéressent. On a été enregistré un épisode à leur festival, mais ils sortent un gros party d'automne, c'est comme ça que ça s'appelle, du 13 au 15 septembre. C'est à Gatineau, donc pour les gens qu'on a rencontrés à Gatineau qui trippent sur le podcast, voilà votre chance d'aller vous joindre aux célébrations. Ça va se passer au Théâtre de l'Île à Gatineau. Au menu, il va y avoir de la musique, des spectacles d'humour, de la littérature et bien sûr des enregistrements de podcasts. Allez sur le Facebook de Transistor Média pour la programmation complète, c'est là qu'on la retrouve. Et justement, cette semaine, conversation avec Julien Morissette de Transistor Média, de Transistor, sur notre Patreon. On a eu une heure de conversation, puis on parle de balado au grand complet, puis on a une grosse discussion vraiment le fun. C'est un chic type. Je lui souhaite bonne chance dans ses prochaines activités. Sûrement plus le fun que le show. Le show? Le vrai show de geek que t'as fait en fin de semaine. C'est ça. Comment ça s'appelle? N'en veux-tu une? Oui, voilà. Oui, ça, c'est des sidérés. C'était ça pour mes nouvelles. Juste avant, oui. Faudrait juste mentionner il y a les photos de Captain Marvel qui sont sorties. Ah oui, peut-être, ouais. C'est cool. Il y a oui, plein d'affaires. Je savais pas que t'étais fan, toi, de Captain Marvel. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est Simon qui me l'a dit tantôt. Ben ça, c'est Jake qui a dit ça, puis Jake il m'a demandé ça, puis je dis pas plus que les autres. Ah, si, je pense que c'est Miss Marvel plus que t'aimes. On a appris des affaires qui étaient pas vraies. Je suis fan de She-Hulk. Oui, c'est ça, je le savais par contre que t'étais fan. Non, mais j'ai hâte de voir le film, mais je veux dire, je sais que ça s'appelle Carol Danvers, puis elle a un gilet Nine Inch Nails, c'est cool. Ouais, ça se passe dans les années 90. On a vu les Skrulls. On a vu les Skrulls, qui sont franchement bien faits, qui sont à la plage, sont allés chiller sur la plage. Puis j'imagine qu'on a pu les récupérer parce que maintenant les Fantastic Four, qui sont intimement liés aux Skrulls, on a récupéré les droits, donc on a pu les inclure dans l'univers de Marvel, mais j'ai trouvé très bien réussi. Ouais, puis c'est intriguant, il y a la photo où t'as Ronan, le méchant de Guardian of the Galaxy 1, avec Jude Law, qui serait l'autre Marvel. Oui. Et, le premier Capitaine Marvel. Ouais, c'est ça. Ils ont tous des costumes un peu verts, comme si c'était un genre d'équipe. Avec un méchant aussi de Guardian of the Galaxy. En tout cas, c'est intriguant. Ouais, je sais bien de voir tout est connecté. Ça sort le 8 mars 2019 et les images dont on vient de parler... Oh, c'est pas bientôt. Non, c'est dans quelques mois. Ça a été diffusé par Entertainment Weekly, qui de temps en temps a des exclusivités, dont des images de Brie Larson dans le personnage de Captain Marvel. Mais là, il reste juste ce film-là, puis le dernier Avengers, c'est terminé. Non, ils vont continuer, mais la phase 4 la phase 4 va être un univers de Marvel complètement différent. Là. En ce moment, ils sont... Non, c'est ça, ils vont terminer cette phase-là. Il reste juste ces deux films-là. Ouais, je crois que oui. Et Guardian 3, mais là, Guardian 3 est dans les lignes parce qu'on n'a pas de réalisateur en ce moment, puis James Gunn ne reviendra pas à la barre du film. Ça, c'est certain. Okay. Il y a un autre Spider-Man. Il y a un autre Spider-Man aussi qui s'en vient, dans lequel on va voir Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson va être aussi un peu impliqué dans Captain Marvel, de ce que j'en comprends. Donc, ils finissent cette phase 3-là. On tombe dans la 4, et la 4 va être un univers de Marvel différent. Comme ils le font dans les BD, là, de temps en temps, le roster, l'équipe d'Avengers change après un gros événement. Sauf que la différence, ça a pris 10 ans au lieu de 1 an et demi. Ouais, quand même. Mais c'est bien. Là. C'est pas évident de développer une franchise sur 10 ans. Ah non. Moi, franchement, là, j'ai trouvé qu'on faisait une bonne job. Si on m'avait dit au début des Mystérieux qu'éventuellement, on allait avoir 10 ans de films de Marvel, j'aurais été très, très surpris. Le gars de 26 que j'étais aurait été très sceptique. On va le prendre une petite pause pour parler de la bande dessinée L'Esprit du Camp, volume 2. Mais juste avant, je vous rappelle que les Mystérieux Étonnants ont un Patreon pour l'équivalent de 1 café par mois. Vous pouvez faire en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. Donc, c'est un petit 2$. Vous allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un petit bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus. Vous avez accès, grâce à ça, à Bifurcation, qui est le podcast exclusif des Mystérieux. Je viens de parler de mon prochain invité, Julien Morissette. Et j'ai interviewé aussi la semaine passée un autre invité pour 2 semaines après. Donc, je suis déjà 2 semaines à l'avance. Donc, vous avez accès à ces shows-là, tous ceux qui ont été enregistrés au préalable. Vous pouvez donner pour 1 mois, vous pouvez donner pour 2 mois, arrêter, recommencer, c'est comme vous voulez. C'est une manière d'encourager, faire en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. Sinon, vous laissez une petite critique sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous permet de remonter dans les palmarès. Et vous le faites, partagez l'émission, parlez-en à vos amis qui trippent podcast, qui trippent culture geek. Puis ça fait en sorte qu'on va continuer pendant un petit bout de temps encore. Mais ça, c'est grâce à vous tout ça. Hein? Scoop.
Ouais, c'est geek. C'est l'ensemble de la culture populaire. Moi, je pense que ça tombe dans... Il y avait des BD dans le journal. C'est vrai. C'est vrai, il y avait un caricaturiste. Et voilà. C'était René Richard C. On prend une petite pause et on revient dans quelques instants avec le deuxième tome de L'Esprit du Camp. Yay! J'ai pas eu le temps de dire, on dirait que c'est des faux titres de films qu'on entend dans François Pérusse. Il y en avait des roughs, là. Ah ouais? Même dans ceux que t'as dit. Ouais, ben c'est sûr. C'est assez un petit peu intense, ça. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, on est rendu à notre sujet de la semaine. Oui, j'interromps la conversation. On parle du deuxième tome de L'Esprit du Camp, de Michel Falardeau et Caroline Brault. On a parlé du premier volume à l'épisode 502, si ça vous intéresse à écouter notre conversation. Je me souviens pas pantoute de ce qu'on a dit. On était jeunes. On était jeunes et fous. Ce studio était tout neuf et beau. Comment résumer? J'ai ça, résumer. Puis surtout, comme devant les auteurs, c'est un petit peu intimidant. Parce que vous connaissez, j'imagine, l'histoire sous le bout de vos doigts. Donc, c'est... Élodie et Catherine. Élodie qui est en fait une fille qui ne voulait pas être monitrice de camp. Elle a été forcée par ses parents, sa mère, à aller au camp de l'ours. Au camp du lac à l'ours. Lac à l'ours, merci. Et, mais elle a finalement, je pense, elle a hérité en fait d'un groupe de gentilles petites rouquines hyper actives, des enfants, des jeunes enfants. Que personne voulait. Que personne voulait. Puis finalement, la fille qui était un peu le mouton noir du groupe a réussi à trouver une manière de s'occuper d'eux. D'ailleurs, je l'ai dit sûrement au premier épisode, mais là, je le dis encore, moi, ce groupe-là, je le trouve vraiment charmant. Là. Il y en a une en particulier, celle avec la petite couette, puis la dent qui manque, là, je trouve absolument... Isabelle. Ah, c'est qu'elle me fait rire. Avec des expressions dignes d'un manga, là, où est-ce que ça... On dirait que ça devient plus gros plus qu'elle avance vers sa victime, je vais dire ça comme ça. Et il y a des trucs étranges au camp. Est-ce qu'il y a une source... je te dirais, est-ce qu'il y a un esprit derrière tout ça? Est-ce qu'il y a une source surnaturelle? Ça, c'est très subtil dans le premier volume. On n'est pas très certain. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est de la paralysie du sommeil? Il y a une petite paralysie du sommeil ça là-dedans. ressemble à ça. Là. Ben ouais, c'est ça. Et moi, j'aime bien dans tout ça, il y a une belle complicité qui se développe entre les personnages, mais aussi Élodie et Catherine. Est-ce que c'est juste de l'amitié ou ça allait plus loin? Ça fait partie aussi des... Il y avait plein de questions à la fin du premier volume, puis ça finissait sur un cliffhanger. J'ai relu des 2 premiers livres back-à-back, juste pour me remettre vraiment dans le bain. Puis, juste avant de commencer vraiment, je veux dire aussi à l'émission que, bien sûr, Caroline puis Michel, c'est nos amis, on les connaît. C'est édité au Studio Lunac, qui est la maison d'édition de Gauthier. Donc, tu sais, je mets carte sur table. Mais ce qui est le fun, c'est que mes amis ont du talent dans la vie, fait que je peux pas faire semblant d'aimer ce qu'ils font. C'est la même chose avec Yohan puis la gang de Roadkill. Merci. Puis c'est super beau. C'est hyper touchant. Puis on va spoiler en tabarnak. Ah, on va spoiler. Là, pour une fois, on se retiendra pas. Parce que la première émission, on s'est beaucoup retenu, mais là, on se retiendra pas. Je vais commencer avec Simon. Oui. Qu'est-ce que t'as... Comment t'as apprécié ta lecture? J'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Hein? C'était un peu... quand je vous ai vu samedi pour la fête à Jake. C'est vrai, c'était la fête à Jake. J'ai dit que c'était un peu... j'avais un peu la même réaction que j'ai eue avec French Kiss 1984 que... que j'avais le goût de voir encore plus ces personnages-là. Tu sais, j'ai le goût de lire l'été d'après. Qu'est-ce qui va arriver à ces personnages-là? Parce que je les aime. Ils sont tellement bien écrits que t'es aimes, tout simplement. Ouais. C'est ça. Tu crois qu'ils existent? Ouais. Je pense qu'ils sont, en anglais, on dit flesh out. Ah ouais? Ouais, on dit... Ils ont de la chair. Ils ont de la chair, ils ont du volume, mais pas en termes de présence sur les pages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent que ces personnages-là existent. Ils parlent d'une manière différente, sans être caricatural, même s'ils peuvent l'être de temps en temps, mais c'est tant de bon goût. C'est vraiment attachant. C'est ça. Puis à la fin, moi, quand j'ai fini ma lecture, je me dis, j'ai l'impression que ces 2 personnages-là principaux, parce que c'est surtout autour de Élodie puis Catherine, ils existent puis ils ont une histoire après qui se poursuit, puis n'importe où ça s'en va, il y a comme une suite, un peu comme dans Les Invincibles. Quand ça finit, Les Invincibles, la télésérie, t'as l'impression que ces personnages-là existent puis ils vont continuer à exister, puis ça s'en va dans une direction qu'on ne verra jamais.
c'est le sentiment que j'avais avec l'esprit du camp. T'as aussi le phénomène, tu sais, c'est un camp d'été, fait que t'as des relations qui durent comme sont éphémères. Très intenses, mais éphémères. Puis t'as le feeling, quand ça finit, t'as le même feeling que quand tu quittes un événement comme ça ou un endroit comme ça. Puis tu mets la tune Closing Time. J'haïs cette sensation-là, mais j'aime la créer pour les autres. Mais moi, ça me... Écouter un film qui crée ce feeling-là, ça va me maganer pendant 2 jours. Je te comprends. Ouais. Moi, j'ai la nostalgie facile, puis j'ai pas de référent parce que quand j'étais jeune, j'avais pas d'amis, fait que je comprends ce que ça veut dire. Là, puis même dans des comédies, je pensais beaucoup à Wet Hot American Summer en lisant la bande dessinée, puis c'est pas Wet Hot American Summer, c'est autre chose, là, mais le même feeling que chacun des personnages est un peu aussi amplifié par rapport à qui cette personne-là pourrait être dans la vraie vie, tu sais, quand... Je connais pas beaucoup de personnages, à part Jake dans ma vie, tu sais, comme chacun est assez plausible. Mais Simon est un petit peu plus. Jake est impossible. Jake est une impossibilité universelle, là. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Je pense que c'est juste peut-être qu'on est plus subtil, nous, avec nos anomalies. Ouais, peut-être ça. Puis ça a été comment, mettons, juste votre relation de travail par rapport au premier volume? Est-ce que ça a évolué depuis? Parce que là, ça fait plus qu'un an que vous êtes sur ces ça deux fait... volumes. Moi, j'ai passé à peu près 3 ans. Caro, 2 ans et demi. 2 ans et demi, à peu près, Puis comment ça a évolué par rapport au premier volume? Est-ce qu'il y a une évolution? Je pense qu'on se faisait plus confiance. Au début, moi, tu sais, les premières pages tests de couleurs que je faisais, à chaque fois que je modifiais, une couleur de 1%, j'envoyais des screenshots, puis j'étais comme ça va être correct? Puis là, je testais des ambiances, puis tout, tu sais, parce que c'est un dessin qui permet vraiment beaucoup de styles de coloration. Fait que ça a été vraiment long. Je pense qu'on s'est vraiment... on a vraiment trouvé le ton à partir du 2e livre. Ah oui, vraiment. Vraiment, tu sais, je suis super contente. Plus rien. C'est ça. Mais en fait, oui, c'est ça, parce que les délais de production s'en venaient vraiment de plus en plus serrés. Fait que j'avais plus le temps de montrer les étapes que je montrais avant à Michel. Fait que j'envoyais des pages pratiquement finies. Puis j'étais comme, c'est ça. Ouais, mais aussi, tu sais... J'avais confiance, sinon ça serait pas passé comme ça. Là, on aurait retardé le livre, mais non, elle sortait du bon stock. J'avais plus besoin. J'avais juste besoin de dire avant un chapitre, ambiance genre 5 heures du matin, journée moitié pluvieuse. J'aime bien la couleur rose, arrange-toi avec ça. Puis à chaque coup, elle tombait direct dessus. Il y a eu des petites modifs à demander parce que c'est pas des grosses. Il y a des ambiances magiques. Parce qu'il y a de la magie. Il y a de la magie. Il y a de la magie. Et en fait, il n'y en a pas eu des très grosses parce que même là, moi, les passages où il y a de la magie, Caro, elle a assuré là-dessus. En fait, je pense qu'on pourrait donner le titre de la meilleure coloriste de magie. J'aime ça, faire ça. Là. Il y a beaucoup, moi, j'aime beaucoup autant le dessin, mais les éclairs là, que vous avez dans c'est vraiment beau. Hey, tu sais, l'explosion du cerf pourri, là, il y a un cerf qui explose dans ma BD. Moi, je l'ai regardé je sais pas combien de fois, je fais comme ok, c'est malade. Bien sûr, il fait pas juste exploser, c'est une chenille qui devient papillon satanique. Puis, est-ce que tu as fait juste la couleur ou tu as travaillé aussi sur la mise en page? Non, j'ai juste fait la couleur. Moi, je recevais les pages à la ligne en noir et blanc avec le texte. Fait que quand je recevais les lignes, je lisais. Je suis comme, c'est quoi qui se passe? Je savais pas. Puis là, après ça, je revenais au début, puis je commençais à faire les couleurs. Le scénario du 2e était écrit quand tu j'ai fini de l'écrire en 2015 ou 2016. Qu'est-ce qui a motivé de le séparer en deux? Est-ce que c'est Gauthier, justement, qui a demandé que non, ce soit... je sais pas, mais je pense que ça venait de moi. Tu sais, déjà... 100 pages pour 20$, 22$, c'est un bon deal. Puis on se disait, tu sais, le Québec, c'est un petit marché. Même si c'est en France, la BD, je suis pas là pour la défendre en France. Fait qu'on se disait, hey, tu sais, ça serait pas fourrer le monde de le splitter en deux, puis de faire durer le buzz. Parce que, tu sais, on n'en parlerait déjà plus. Fait que c'est ça. C'est de faire parler le plus longtemps possible de nous autres sans crosser le lecteur. Sans aussi surcharger le milieu. Dans le sens que tu n'en sors pas à chaque 2 mois non plus. Puis c'était exactement pour ça que le premier tome finissait autant avec un cliffhanger. Mais en fait, c'est que vu que j'avais séparé mes chapitres à la façon comic book, c'est des 22 pages sur 2 chapitres, tu sais, ça se terminait parfaitement au chapitre 4, avec en plus le gros cliffhanger. Toi, ça fait que toi, t'avais lu le script pour le 2. Non. T'as attendu vraiment le 2. Moi, je lisais les chapitres au fur et à mesure que j'y recevais. Puis
j'étais même pas... ça me tentait même pas d'aller tirer les verres du nez, tu sais, pour demander hey, c'est quoi qui se passe, tu sais. J'aimais mieux le voir en image que d'avoir une explication, tu sais, que de l'entendre. Tu sais, lire un scénario, un script de BD, là... c'est un peu plate. Ouais. Je veux dire, c'est tout le temps... Il fait ça, puis là, t'as du texte, les dialogues, ouais. mais tu sais, moi, quand je lis, je vois toute l'image. Fait que c'est pas écrit pour être le fun. Là, fait que... c'est plus écrit pour toi, pour c'est un Cab, outil de travail, ceux qui sont sur... Ouais, c'est ça, c'est pas fait. C'est ça qui est drôle, n'importe qui a pas travaillé ou qui a pas lu de vrais scénarios dans la vie, que ce soit autant la BD, mais aussi les films, ça peut être vraiment dull. Il y a des scénarios qui sont plus littéraires, là, mais habituellement, c'est très technique comme langage, très sec pour pouvoir guider le projet. C'est pas l'aboutissement, tu sais, c'est juste une étape. Exact, ouais. Puis, comment je pourrais dire ça? Parce que je veux pas passer à côté. Le côté paranormal, qui finalement existe, est très peu exploité, voire très peu expliqué dans le deuxième volume. Puis c'est bien tant mieux, c'est pas une critique. Mais est-ce qu'il y a eu un moment, que ce soit à l'écriture ou je sais pas où, que vous êtes dit non, finalement, on n'ira pas dans cette direction-là. On va laisser ça concret, puis terre à terre, puis plausible. Ben déjà, d'expliquer la magie, ça devient de la science. C'est ça, je voulais juste en dire assez. On a quand même des petites réponses, des petites références. Dans le cadre de la légende. Oui, dans le cadre de la légende. C'était juste assez pour répondre à les questions de base. Puis je voulais pas gâcher et dire « Ah non, finalement, c'est ça, ça, ça. » Je voulais garder ça mystérieux, mais régler la chose. Après, tu sais, ce qui reste en suspens un peu, c'est que, OK, fuck, Catherine a des pouvoirs. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle est prise avec ça? Tu sais, puis c'est savoir, puis là, ben là, ça, je me garde ça à moi. Là. Tu te diras jamais? Ben, tu sais, je vais pas commencer à m'avancer, parce que là, il y a beaucoup de gens qui me parlent, qui aimeraient ça qu'il y ait... un 3. Ben, pas un 3, mais peut-être un nouvel arc. Je ferai jamais une suite directe à ça, mais tu sais, peut-être 10 ans plus tard. Fait que là, si jamais ça arrive un jour, je vais me laisser le plaisir de penser à ça de mon côté. Pas en dire, c'est aussi un mécanisme narratif, tu sais, c'est de l'écriture par omission, tu sais, puis le fait que ça soit un huis clos, ça rend ça encore plus plausible, tu sais, moins t'en dis, moins t'es obligé d'expliquer, parce qu'à un moment donné, t'arrives à un point où toute ta science s'effondre, puis ça fait sortir les lecteurs. C'est surtout aussi que même si ça s'appelle l'esprit du camp, l'histoire de l'esprit du camp, c'est l'histoire d'amour et d'amitié entre Élodie et Catherine. C'est vraiment... Ça commence et ça se termine avec ça. Probablement une des relations amoureuses les plus plausibles que j'ai jamais lues dans une BD. Pour vrai, là. Moi, j'avais lu le premier tome, puis je pense que je t'en avais parlé, ou j'en avais parlé à Gauthier, puis j'avais fait comme « Tabarnak, qu'est-ce que au début, je me demandais si c'était moi, tu sais, en tant que... Ben ouais, j'aime ça, moi, des filles qui s'aiment, tout ça. Je sais pas, je me trouvais mon oncle. Je voyais, c'est moi où on dirait qu'ils ont un petit flirt, puis tout, puis, tu sais, ils sont... Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment là, flirter. Ils ont un beau flirt, très sain, Puis je pense que dans le tournoi, il est vraiment subtil. Il est très subtil. C'est surtout Catherine qui fait juste des petites attentions, puis des fois, elle va rougir, mais tu sais, une manée, je pense qu'elle touche l'épaule. Puis il y a une case qu'elle fige parce qu'elle se rend compte qu'elle a touché l'épaule trop longtemps alors que l'autre s'en rend même pas compte. Puis tu sais, c'est juste des petites affaires comme ça. Puis non, je voulais... ça, je voulais prendre mon temps pour le raconter. Puis c'est ça que je voulais raconter au bout du compte. Ce qui est vraiment pas facile à gager. C'est comment... Est-ce que tu veux pas en faire trop, mais en même temps, tu veux pas non plus que... Si tu t'en fais pas assez, les gens voient pas cette progression-là, puis que ça devient comme... Ça se retourne sur une scène au deuxième volume. Mais il y a vraiment une progression. Mais dans le premier volume, ça reste assez ambigu que tu te dis, au pire, l'autre, elle a un kick sur son ami, puis c'est tout. C'est tout, ouais. Puis que c'est pas nécessaire. Ça aurait pu être très bien aussi, c'est ça, c'est pas... Puis dans des conditions de camp de vacances, justement, où toutes les personnalités des gens sont un peu amplifiées, parce que des fois, t'arrives, surtout à cet âge-là, t'arrives dans un lieu où tous les paramètres, tu les contrôles pas, fait que tu peux recommencer, tu sais, moi, cet été, je vais être la fille cool, tu sais, parce que personne te connaît. C'est ça, personne te connaît, fait que ça rend ça encore plus intense, il y a juste Élodie qu'elle... elle a pas changé. Elle a pas utilisé ça pour elle. En fait, je me suis rendu compte une année, je pense que dans le tome 1, sur 100 pages, Élodie ne sourit jamais. Et ça paraît pas, mais... je pense qu'il doit y avoir 3 ou 4 personnages qui parlent plus qu'elle, puis c'est le personnage principal. Elle dit pratiquement rien dans le tome 1. C'est vrai? Puis le tome 2, tranquillement, de chapitre en chapitre, elle commence à faire des sourires. Son premier sourire, Catherine, elle a peur d'elle.
Souris, j'ai peur. Arrête. C'est dans le 2 ou c'est dans le 1? C'est dans le 2, ça. Ah oui. Ouais, c'est son premier vrai sourire et Catherine a peur. Ouais, c'est... T'allais dire tantôt, je t'ai coupé pendant que tu parles de la relation? Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Tu trouvais juste ça hot? Mais hot dans le sens c'était... Ce que je veux dire, c'est... Ce que j'ai aimé de cette relation-là, en fait, ça a affecté le dernier chapitre, dans le sens que le dernier chapitre, c'est juste sur ça et sur la fin du camp. Ouais. Tandis que, le côté paranormal, il n'est plus là. C'est comme réglé. Puis j'avais comme une appréhension à me dire qu'est-ce qui va arriver après, tu sais. Puis il s'est rien passé, puis j'ai tellement aimé ça. Ouais. Que ça soit, OK, on se concentre juste sur les personnages, puis on finit ça comme ça. Il n'y a plus d'incidence maintenant que le paranormal est résolu ou à moitié résolu. Ça, là, c'est une des premières choses. Quand j'avais quand même mon idée de l'histoire, je l'ai séparée par chapitre, juste en idée. Puis j'ai décidé que à peu près chapitre 4, 5, ça allait commencer à aller plus vers l'esprit. À 6, c'est le sommet. 7, c'est le mélange entre le retour au camp, puis on fait juste régler, mais en dialogue, un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, 7-8, là, que c'est le camp de vacances, parce que je voulais pas faire une histoire, un coming of age qui se termine en horreur. Ouais. C'est l'histoire d'Élodie et Catherine, et ça va l'être jusqu'au bout. Là, j'ai une question, parce que moi, mon autre personnage préféré, c'est le directeur du camp, qui est fucké ben raide. J'adore ce personnage-là. Fait que j'imagine autant de le colorier que de le dessiner, ça devait être le fun. Parce que moi, c'est ma dédicace que vous avez faite d'ailleurs. Vous avez fait, lui qui a un costume de bain sur la tête. Oh, ouais. Mais je le vois tellement bouger. Là. Je le vois comme des fois entre ses mouvements. Il manque des frames, là, dans le sens que ses mouvements n'arrêtent pas. Là. Ah, ben il sort de manga. C'est ça, on dirait un personnage de manga. Il est constamment en train de faire des signes de V, là, de victoire aussi. Là. Fait que, je sais pas, parlez-moi de ce personnage-là parce que je trouve qu'il est vraiment super fun à découvrir. C'est comme un adulte qui a jamais vieilli non plus. Là. C'est un genre de hippie. Moi, je pense qu'en même temps, c'est un mélange de quelqu'un qui est resté jeune, mais en même temps qui est tellement rendu sage que, tu sais, comment je pourrais dire... Il assume maintenant ce côté-là de lui, peut-être? Je pense qu'il est tellement rendu à un niveau de sagesse qu'il se fout complètement de ce que les gens pensent de lui. Et, c'est quelqu'un qui sait qui est bon. Il en est conscient que c'est quelqu'un de gentil puis généreux. Il est conscient de tout ça, mais il cherche pas le regard des autres. Il cherche pas, il est pur. Je trouve que c'est un personnage pur. Avec quand même, il y a ses petits défauts. Tu le vois, ses défauts arrivent avec l'arrivée de l'esprit. Que là, il y a à prendre des décisions qu'il n'a pas à prendre d'habitude. Puis dans le non-dit, on devine qu'il a peut-être pas fait les bons choix ou qu'il y a des faiblesses, en fait. Mais... non, dans ma tête, c'est inspiré un peu d'un moniteur que j'ai eu en camp. T'as vraiment eu un moniteur au camp qui était comme ça? Pas vraiment. Le design. Il écoutait du Black Sabbath. C'est qu'en fait, c'est que tous les moniteurs devaient avoir 17 ans, comme dans mon livre. Mais il y avait un moniteur, c'était pas le mien. Il avait genre 45 ans. Il avait une coupe longueuil frisée avec une grosse moustache, puis tout le temps un code de militaire du Vietnam, genre. Par-dessus, ouais. Puis c'est ça. Puis j'avais entendu toutes sortes de rumeurs sur lui. Des jeunes disaient qu'il avait fait le Vietnam, ce qui n'a aucun rapport. Non, au Canada, il n'a pas été au Vietnam. Ouais, non, c'est ça. Puis il n'aurait pas 45 ans. Non, il serait beaucoup plus vieux. 45 ans à 80... moi, j'ai été en 88, 9 à peu près. Ah non, ok, ouais. Non, ça aurait été mais c'est ça, puis mais mélangé à un genre d'archétype que j'aime faire et refaire. Je sais pas si vous vous souvenez de Mertonville, mais le père à Lydia avait un petit peu cet archétype-là. Moi, je n'ai jamais pu lire parce que c'est en out of stock. Ah oui, ça fait un bout, ça fait 8 ans. Et j'ai entendu dire une rumeur comme quoi, au volume, à côté de Lucam, il y avait un set complet des 3. Oui, j'ai entendu ça moi aussi. Oui, tout le monde s'est garoché pour acheter cette affaire-là. Fait que en fait, pour résumer, c'est un archétype que j'adore faire. Je l'ai fait avec des personnages féminins, masculins, même des jeunes. Dans le French Kiss, c'est un peu mon petit frère, bébé Lafleur, qui va incarner cette gentille folie-là. Puis j'arrêterai pas d'en faire. J'aime trop ça. Ouais, il est vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Un de mes personnages préférés, c'est le moniteur remplaçant.
Hector, qui fait la maintenance des lieux. Ouais, il y a une bonne répartie avec les filles quand même. Ouais. Moi, j'ai spéculé que c'était le frère du directeur, puis ça n'a pas été confirmé. Non, l'auteur ne confirme pas. Mais pourtant, il y avait tellement de similitudes. Ça pourrait être le vieux frère bougonneux du directeur, j'avoue. Moi, je pense qu'ils sont dans la même famille. Je pense que je me suis identifié à lui. Je l'ai comme vu, puis là, il enlève son t-shirt, puis il a plein de tatous, puis là, il fait son plongeon. C'était magnifique. Mais ce bonhomme-là, on l'a tous rencontré dans notre vie. Là. C'est un bonhomme. Il a travaillé dans une job poche qu'on a eu à un moment donné dans nos vies. Lui, il était là pour la long run. Il attendait sa retraite. À l'hôpital, j'ai travaillé avec du monde qui était comme ça. Là. Mais fun fact, quand il fait son plongeon, là, quand j'ai décidé de colorier le ciel qui s'ouvre au-dessus de lui, là, puis j'ai passé un bon 10 minutes après ça à regarder la case, faire comme c'est la plus belle chose que j'ai jamais dessinée. J'ai dessiné des lens flares. J'étais comme là, ça va être vraiment le summum de ma carrière. C'est en ce moment. C'est un ange est descendu du ciel. Oui. Mais ça aussi, c'est une belle job dans la BD. Il y a tant une question de contraste. Là. Le monde ne sont jamais exactement comme on s'imagine. Comme les petites crises, tu penses qu'ils vont être désagréables. Ils le sont quand même, mais super attachantes. Comme la mère d'une enfant sur le crack. Des enfants sur le crack. Je pense que tous mes personnages, j'aurais pu tomber dans justement des archétypes classiques. Puis mon but, c'était d'aller dans... je pense que je fais ça par défaut pas mal dans tous mes scénarios, mais d'aller dans une zone grise. Tout le monde est plus complexe que ça. Elodie, normalement, si j'avais suivi la formule standard, elle aurait boudé jusqu'au chapitre 5, alors qu'elle boude pendant un demi-tome. Oui, elle va être sauvage, elle va s'ouvrir tranquillement, mais ça me tentait pas de rentrer dans le classique finalement, à la fin, tadam, tout le monde s'aime. Puis ils s'y prennent par 2 fois pour se réconcilier aussi. Ce qui, tu sais, dans la vie, c'est pas vrai que tu vas voir quelqu'un, puis tu t'excuses, puis que ça va être réglé comme ça. Il va peut-être avoir d'autres étapes avant que les gens puissent finir par se parler. Puis ça rendait ça très, très plausible. On a découvert qu'Élodie était vraiment crissement rancunière aussi. Oui, elle a un certain caractère. Puis au début, on s'attend pas aussi que Catherine soit la première à avoir un meltdown, tu sais. Elle a tellement l'air juste happy. Puis Élodie la décrit comme... comme Miss Parfaite. Elle apparaît dans le premier chapitre, tout sourire. Elle a pas l'air d'avoir de faille, tu sais. Mais c'est la première qui craque. C'est la première qui pogne les nerfs, pour de vrai. Ah oui? Puis qui braille. Tu vois, ça me fait rendre compte de toutes ces choses. Parce qu'Élodie pogne pas les nerfs. Non. Jamais, mais Catherine, elle pète sa coche. Là. Elle fait une crise. Là. Ah oui, c'est vrai. Elle pogne les nerfs une couple de fois. Quand elle veut s'en aller, quand elle appelle sa mère. Mais c'est vrai que... Elle pogne pas les nerfs. Elle est comme... Elle est en meltdown. C'est ça. Elle est ado. Là. Elle est dans sa zone grise foncée habituelle, mais qui va juste un petit peu plus creux. Là. C'est drôle parce que, surtout dans le premier, il y a des trucs dégueulasses comme les toilettes publiques. Puis Elodie, elle veut pas aller au Bécosse qui sont communes parce que c'est dégueulasse. Puis moi, j'ai fait face à cette situation-là quand j'étais jeune parce que j'étais allé à Jamboree en 94 de scout dans la région d'Ottawa. Et c'était la pire semaine de ma vie parce que je voulais pas aller me délaisser parce que c'était dégueulasse. Je comprends. Les camps, c'est pas juste cool. Moi, tu vois, c'était des vraies toilettes, puis ça m'est arrivé pour vrai. Puis ça a pris 4 jours avant que j'y aille. T'as pas le choix, mon ami. C'est ça, ça t'explose. Il y a des papillons, puis des bébés de partout. Puis j'ai beaucoup aimé, on parlait de la relation des deux, mais le moment où, il y a comme ça culmine dans les fenouilles. Oui. Dans les quenouilles. Les fenouilles, ça se mange dans une trempette. Voilà, ok, bon, je me mélange. Mais, tu as dit qu'il approche de Catherine, puis Catherine a dit comme un elle là, mais tu l'entends dans ta tête, là, tu sais, quand ça a l'air qu'ils sont en couple des fois, là. Puis ils se parlent un peu de même, là. Puis je trouve ça, ça réel. Allô, allô. Un allô. Tu sais, un allô, je savais que t'arriverais, là. C'est ça, je te le dis juste parce que. On remplit du vide. C'est ça. Ce qui est merveilleux avec leur relation, c'est qu'ils existent juste pour une et l'autre. Jamais c'est un item, c'est comme devenir le hot couple du camp. Genre, tu te balades avec ton petit chum, tu t'as pas rien de plus cool. Là, tu sais, déjà, quand t'es gay, surtout en 94, tu t'essayes pas d'être le couple cool du camp. Mais tu sais, est-ce qu'Élodie, elle le savait quand elle est arrivée? Tu sais, c'est ça la nuance. Est-ce que c'est ça qui a déclenché ou c'est-tu juste une affaire d'un ça, on parle du non-dit. C'est ça qui est hot parce que dans ma tête à moi, puis c'est ça à quel point ces personnages-là existent pour vrai dans ma tête, c'est que peut-être qu'Élodie est lesbienne ou pas, je m'en fous. Pour moi, c'est pas important. Elle est en amour avec elle a de l'affection pour Catherine, mais qu'elle soit lesbienne, c'est peut-être
c'est pas factuel. Ouais, Comme ça arrive dans la vie. Tu fais des expériences, puis c'est ça. Le camp, c'est un huis clos, fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui reste? En tout cas, peu importe, ce qui est sûr, c'est que elle adore Catherine c'est ça. Que tout. Là. Je veux dire, elle pense à Catherine. Ben, tu sais, l'épilogue, à la fin, elle laisse deviner qu'ils vont passer une partie du temps des fêtes ensemble. Puis que, je veux voir ça. C'est ça, oui. En plus, à Noël. Quand t'as BD de Noël. Ça serait le fun, ça. Faire ça juste plus d'esprit, juste anecdotique avec les filles. Là. C'est ça. Oui, juste des affaires de dinde, puis de corps de L'esprit de Noël. L'esprit de Noël. Puis l'esprit de Noël. Puis là, ils vont avoir 18 ans bientôt. Je vais pouvoir faire vraiment de la porn. Tu peux utiliser un des titres que Simon... God Michel pour lesbien. Les dindes de Noël. Mon Dieu, Je parle de mes personnages, j'ai le droit. Est-ce qu'il y a autre chose comme ça que vous voudriez partager sur lequel on n'a pas mis le doigt ou que dont les... Parce que là, la BD vient de sortir, mais vous commencez à en entendre parler, mais c'est sûr que des fois, les gens passent à côté d'éléments sur lesquels vous avez vraiment travaillé fort ou que vous aimeriez que les gens portent attention par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé ensuite, là. Moi, ce que j'espère, c'est que cette BD-là réconforte des gens qui se questionnent. Ben, en fait, moi, ce que je trouve merveilleux de cette histoire-là, c'est que ça donne une voix, ça donne de la représentation saine de deux filles qui s'adorent, qui s'aiment, puis il n'y a aucun sous-entendu derrière ça. Ça se veut pas sexuel du tout, du tout. J'espère qu'il y a des jeunes lectrices ou des jeunes lecteurs, ou peu importe, qui vont regarder ça, puis qui vont dire « Ok, j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir ces sentiments-là. » Fait que je pense que c'est quand même assez important. C'est très important. Puis tu sais, moi, je sais qu'il y a peu de gens qui... J'ai eu des messages de personnes, de jeunes filles gays qui m'ont écrit pour me remercier. Ben, plus après le tome 1 pour me dire j'espère tellement que c'est ça que tu vas faire. Genre, t'es obligé. T'as pas le choix. » Puis, tu sais, c'était clair en partant que j'allais faire ça. Mais, tu sais, je le vois, les gens que je rencontre, il y a de plus en plus d'adolescentes que queer. Tu sais, il y a tellement pas de représentation. Puis c'est important, ça donne le droit d'exister. Ça réconforte, ça rassure. Puis si ça peut aider une personne, ben tant mieux. Oui, puis c'est fait avec respect et... c'est pas too much. Je sais pas comment dire. Il y a un respect là-dedans. C'est pas ça le focus. Oui, c'est pas le plot point. T'sais. Exact, c'est ça. J'ai hésité longtemps avant de montrer un peu de nudité. Mais je me disais, hey, comment, derrière des conouilles, dans l'eau, l'été, il n'y a pas de parents. Je veux dire, ils ont 17 ans à cet âge-là. C'est clair que... Puis, tu sais, c'est juste pour mettre un petit chatouillement dans la poitrine, puis après, on passe à autre chose. Puis, mais c'est ça, j'aurais pas fait plus que ça. Puis à la base, j'étais pas supposé le mettre. Puis je me suis dit, hey, là, j'ai le droit de mettre ça. Là, ouais, puis c'est ça, c'est rendu là, on assume là. Puis je pense qu'au contraire, ça fait... c'est encore plus respectueux. Tu sais, on prend pas l'auditeur, pas l'auditeur, mais les lecteurs, lectrices pour des épais. Là. C'est ça ce qui se passe derrière les regards. Il y a ça qui se passe. C'est pas fait dans le but d'exciter ni les hommes ni les filles. C'est fait dans le but de montrer quelque chose qui se passe, puis qui s'est passé, puis qui va continuer à se passer. T'sais. Exact, c'est ça. Ouais. Puis le pire, ça serait de pas le montrer parce que le monde va s'imaginer que c'est réalité. Fun fact, moi je coloriais l'esprit du camp ici. Puis mon ordinateur est contre le mur, pour ceux qui sont jamais venus au studio. Fait que je fais dos à tout le monde au studio, parce que je suis sauvage. Mais pendant que je coloriais ces scènes-là, quand j'entendais quelqu'un rentrer, quand je voyais une ombre qui passait, là, genre j'avais mon plan B, là, qu'il fallait que... Tu fermes l'écran. Je ferme l'écran, mais premièrement, c'est des gros spoilers, puis tout. Ouais. Puis après ça, j'étais comme, je veux colorier mes boules en paix. Moi, je dirais, pour vrai, il y a 2 baisers entre les filles. Le premier qui est initié par Élodie, dans La forêt la nuit. Et, ça, c'est ça hâte que ce soit elle qui l'a initié. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est des choses qui viennent seules, mais dans ma tête, il fallait que ce soit Élodie. Et c'est ma page préférée à vie que j'ai faite. Le baiser, là, c'est la chose que je suis le plus fier. Je trouve que j'ai vraiment bien réussi mon coup. Puis j'espère que ça va exciter, pas sexuellement nécessairement, mais que ça va exciter les gens en voyant cette page-là. La deuxième affaire?
La deuxième affaire. T'as dit qu'il y en avait 2. Ben, il y a le deuxième French, je l'aime beaucoup aussi. D'un canouille, là. C'est long à dessiner, à colorier des canouilles. Ça a l'air compliqué. Hein. Ça a l'air long à dessiner, puis c'est long à colorier. Ben, à dessiner, c'est pas... Non, pour vrai, ce qui est long à dessiner, c'est des French, là. Je viens d'en dessiner un autre pour une prochaine BD. Un autre French de fille. Est-ce que c'est Cam qui va faire la couleur, celle-là aussi? Non, c'est moi. C'est ma série « Si on était » pour Curium. Fait que... Et que je l'ai dit, c'est long à dessiner des French. Tu sais que c'est pas juste 2 faces qui se collent l'une contre l'autre. Là. Ouais. Fait que, mais ouais, je commence à bien aimer là, ça. j'espère, là, je sais pas à quel point on a une répercussion jusque dans les bureaux de Radio-Can, mais des fois c'est drôle, que vous allez être invités les deux à l'émission de littérature de Radio-Canada, dont le nom m'échappe. Plus on est fou, plus on est. Ouais, parce que là, ça n'a pas rapport. Là. Si vous passez pas là avec cet album-là, c'est juste un crime. Là. Ben, j'ai été pour le premier tome. Ben c'est ça. Mais là, t'as la conclusion. Là. Ouais. Puis, à cause des décisions narratives dans l'histoire aussi, il y a comme c'est lourd de sens, je pense. Il y a de quoi qui est important. Fait que, ça serait le fun. Je vais te dire oui, en tout cas. Ben, voilà. Tu diras que c'est Ben qui s'en fout. Ouais. Tu sais, Ben, là. Je me suis porté jusque-là. Est-ce que vous voulez acheter quelque chose, toi, Simon? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ou, moi, je dirais aux gens, allez jeter un coup d'œil. Achetez-la. Achetez le premier tome, vous ne l'avez pas acheté non plus. Puis tu sais, pour vrai, c'est une super de belle édition. Gauthier a vraiment une attention particulière avec. Il veut faire un beau produit, puis il sait que les gens qui trippent sa BD encore physique trippent sur un bel objet. Puis moi, je suis bien content d'avoir les deux dans ma bibliothèque. Donc allez acheter ça, c'est une petite dépense pour une belle histoire faite. 100 pages de couleurs. Ouais, c'est rien. Ouais. C'est vraiment rien. Ben, Michel Falardeau, Caroline Brault, merci beaucoup d'être venu. Puis on se revoit, j'imagine, bientôt parce qu'on se voit je peux faire une petite plug avant de partir? Oui, bien sûr. Je fais un segue sur tes histoires de scouts. Oui. Tout ça pour dire que le calendrier scout est sorti. Puis c'est moi qui l'a illustré. Fait que si vous avez des petits bennes avec des bandeaux autour du cou, puis vous aimez ce que je fais, ben achetez le calendrier. Parce que tellement beau. Il est beau. Hein. Je pense qu'il est nice. Là. Pour moi, ils ont réussi le plus beau qu'ils ont jamais fait. Je n'ai jamais vu d'autres, là, mais... il y en a eu une couple. Moi, dans mon temps, le calendrier qui fait qu'on vende, là, c'était des photos lettres pris dans des camps, dans des contextes weird, où des gars ou des filles autour d'un feu, puis yay! Puis là, personne l'achetait parce qu'ils trouvaient ça beau. Là, t'as un vrai calendrier que les gens vont vouloir garder parce que les illustrations sont moi, je l'ai toujours belles. pas vu, fait que j'ai hâte de... Okay. Mais sinon, j'ai oublié de vous le demander. Est-ce que vous travaillez sur... Toi, je sais que tu travailles sur l'hiver nucléaire 3. Je suis en train de boucler l'hiver 3 qui va sortir quelque part fin novembre ou début décembre, là, dépendamment. Ça va être full bon, ça aussi, je l'ai vu. C'est le dernier marathon. Excellent. Toi? Puis moi, je continue, si on était, on prépare le livre, sinon je continue pour le magazine, puis je prépare un projet secret que j'ai prévu, faire un projet de 600 pages. À chaque fois, le nombre de pages augmente. Tu vas s'adapter Alice de Patrick Sénécal, toi aussi? Ben oui, je ne me prononce pas là-dessus. C'est bon, parfait. Merci à vous deux d'être passés. Je dois bien en avoir 2 sur Noël. Il faut bien. À quand une BD sur Noël? Il faut qu'elle sorte à Noël, on dirait. Fait que ça là, ça laisse très peu de temps. Combien de jours avant Noël, Simon, tu dois le savoir? 100. Non, je sais pas. Excellent. Bon, on se laisse là-dessus. Merci à vous d'être passé dans nos studios. Merci Simon. On se voit la semaine prochaine. On va essayer de faire un épisode spécial enregistré chez notre ami Étienne Forêt. C'est pour célébrer la fin de l'été, voire le début de l'automne. Et on vous donne rendez-vous sur mystérieuxétonnant.com si vous voulez interagir avec nous, nos différents médias sociaux. Et n'hésitez pas à m'écrire ben@mystérieuxétonnant.com si vous avez des commentaires, suggestions constructives. Je les prends. Je suis ouvert, contrairement à ce que les gens disent. Je suis très gentil. OK, on s'en va tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye.